La cybersécurité, c'est un secteur qui touche tout le monde. À partir du moment où tu es connecté à Internet, ils sont capables en fait de tester votre système d'information et d'identifier des failles et tuer potentiellement une cible. L'un des plus grands problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est que les petites entreprises sont des cibles de choix. Elle n'a pas pris au sérieux la cybersécurité de son entreprise, et ben on va vous attaquer, c'est très simple de rentrer chez vous, parce qu'on sait que de toute façon vous n'avez rien mis en place, et en plus on va quand même réussir à remonter vers un très très grand groupe en passant par vous. Il faut toujours mettre des backups. Si un jour vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes attaqué, on vous bloque votre système, qu'on vous vole vos données, que vous n'y avez plus accès, c'est l'arrêt, c'est la mort de votre entreprise. Malheureusement, on en prend conscience que quand on subit l'attaque, mais parfois il est déjà trop tard. 50% des TPE-PME qui ont subi une cyberattaque ont faillite dans les 6 mois qui suivent. La question, c'est pas tant est-ce que tu vas avoir une cyberattaque, c'est quand cette cyberattaque va arriver. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Le Déclic. Encore une fois, bien accompagné. Je suis avec Yasmine Douadi. Comment tu vas ? Mais écoute, très bien, Alec. Ça me fait extrêmement plaisir de t'avoir ici sur le plateau. Il y a plein de choses à raconter sur ton parcours. On va parler cybersécurité, mais pas que. Je vais rapidement te présenter avant qu'on démarre. Tu es né à Alger dans les années 90 et arrives en France avec l'ambition de t'en sortir par les études. Tu t'engages dès la fin de tes études dans l'enseignement et la transmission, en dirigeant notamment le club risque de l'association des anciens élèves de la guerre économique. Tu commences ta carrière comme consultante en cybersécurité, mais tu sens vite qu'il manque une passerelle entre les différentes disciplines du risk management. On va en parler du risk management, de la cyber, du physique, du géopolitique, du juridique, du renseignement. En 2020, en parallèle de ton emploi de salarié, tu crées Risque Intel Media, un média web pour rendre ces enjeux compréhensibles à tous. 30 millions de vues par an plus tard, tu deviens l'une des voix les plus écoutées de la cybersécurité francophone. Bravo pour ça. En septembre 2023, après avoir quitté ton CDI de directrice des affaires publiques du groupe NeverHack, pure player d'ailleurs économique européen dans la cybersécurité, tu te lances à 200% dans l'entrepreneuriat. On va voir quel déclic qui fait que tu te lances. Tu structures un écosystème complet autour de cette vision à travers tes deux sociétés d'événementiel et médias, Risk Summit et Risk Intel Media. Le Risk Summit, c'est un événement annuel qui rassemble plus de 400 professionnels de la cybersécurité et 1400 participants en ligne notamment. Tu ajoutes une touche d'impact concret à la Pulp Pill Challenge, un hackathon immersif, on va voir ce que c'est un hackathon d'ailleurs, la nuit pour faire émerger les nouvelles générations cyber. LinkedIn te classe également parmi les profils les plus influents de la tech en Europe. Tu es cité par BPI France comme une pionnière du secteur et tu multiplies les conférences, les tribunes, les podcasts pour faire passer tes messages. Tu décryptes l'actu cyber, tu vulgarises les tensions géopolitiques, tu inspires une génération de femmes dans la tech et pas que. Aujourd'hui, sur Le Déclic, on voulait comprendre ce qu'il y a derrière cette ascension, ce que tu as construit, ce que tu portes, mais aussi ce que tu as traversé, parce que dans chaque visionnaire, il y a une histoire et la tienne mérite d'être racontée. Merci d'être là, bienvenue. Merci. Écoute, merci surtout de m'avoir invité. J'ai hâte de pouvoir justement échanger avec toi sur ces sujets. Avec grand plaisir. On va commencer par le commencement. Tu arrives en France à l'âge de 14 ans, seul, avec juste un sac à dos. Ouais. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là ? Qu'est-ce que tu projettes ? Ou tu te demandes juste comment tu vas t'en sortir ? Alors en fait, je pense qu'il y a deux manières de raconter cette histoire. Il y a ce que j'ai vécu quand j'avais 14 ans et la façon dont je le vois aujourd'hui. C'est pas du tout la même chose. Pour recontextualiser, effectivement, donc moi je suis née à Alger, j'ai vécu là-bas jusqu'à mes 14 ans. Et un jour, on vient me chercher à l'école comme ça. Ma mère qui dit, il faut absolument que je récupère ma fille, on va à l'ambassade, il faut la sortir, c'est au milieu de journée. Et je découvre à ce moment-là, donc je me souviens très bien, c'était un mardi, que le mardi d'après, je venais en France. Donc je n'étais pas du tout au courant. Donc moi, on m'a laissé une semaine pour me faire à cette histoire. Donc je me souviens, je rentre à la maison, mon père qui m'explique, bah, écoute, tu pars en France et tu vas dans une ville qui s'appelle Angers. Alors moi, je dois avouer que de là où j'habitais à Alger, je me suis dit, c'est quoi ? C'est où ? Qu'est-ce que c'est ? Je ne connais pas. Et en fait, c'était une ville dans laquelle on avait un collège qui avait accepté de me prendre en cours d'année, puisque j'arrive au mois de novembre. Et effectivement, j'y viens toute seule, puisque mes parents sont restés en Algérie. J'avais un peu de famille en France, mais voilà, mes parents ne sont pas venus avec moi. Donc sur le moment, si tu demandes à la personne que j'étais à 14 ans, je me dis, c'est génial, c'est trop bien, je pars à l'aventure, je suis grande, je suis adulte. Et pourquoi je te dis il y a deux manières de raconter cette histoire, c'est que récemment, il y a même pas 2 ans, je discutais avec un ami qui a amené avec lui justement sa petite sœur de 14-15 ans. Et en fait, quand je l'ai vue, j'ai eu un choc. Je me suis dit, c'est quand même fou. J'étais vraiment très jeune. Pour me retrouver dans un pays quelque part seule, je me suis dit, c'était pas finalement si simple. Et j'ai fait un peu de rétrospective sur ce moment-là. Donc effectivement, ce n'est pas simple, mais je l'avais pas vécu de cette façon-là, en tout cas quand j'avais 14 ans. Comment tu l'as vécu à ce moment-là ? À ce moment-là, pour moi, c'était la liberté. Voilà, c'était la liberté. On est en train de me dire que je viens dans un pays où je peux faire des choses, où je vais pouvoir justement peut-être me construire un avenir, faire des études,
Puis bon, on a 14 ans, on est content, on n'est pas avec ses parents. Hein. Qu'on se le dise, on a l'impression qu'on est libre et qu'on peut tout faire. Hein. Et qu'on est adulte. C'est les vacances toute l'année. C'est les vacances toute l'année. J'ai à rapporter à personne. Je gère ma vie. Je suis une adulte. Ça, c'est, je pense, la partie un peu qu'on se raconte aussi pour se rassurer. Parce que la réalité, c'est que c'est aussi très, très solitaire. On se sent très seul. On se sent très seul. J'apprends très vite que si je tombe malade, je suis seule. Je n'ai plus mes parents pour s'occuper de moi. J'apprends aussi très vite que je suis aussi en France parce que mes parents mettent les moyens financiers. C'est très cher d'envoyer ses enfants en France. Donc, mon père travaille très dur pour me permettre cette opportunité. Donc là arrive aussi la pression de devoir réussir quoi qu'il arrive. Parce que finalement, on a quelqu'un qui est en train d'investir derrière, qui travaille des heures et des heures pour pouvoir nous permettre une vie, un avenir. Et donc du coup, je pense qu'on passe de l'âge enfant à l'adulte très rapidement. On prend très vite conscience qu'il faut travailler, il faut faire quelque chose de sa vie, il va falloir trouver un chemin et le mener seul. Parce que, comme je disais, on n'a plus ses parents, et donc on voit les choses un peu différemment. Au bout de combien de temps t'en prends conscience de ça? Je dirais qu'il m'a fallu 1 an et demi. Okay. Au début, je pensais vraiment que c'était les vacances. Okay. Voilà, j'avais vraiment cette impression que je m'amusais et que j'étais tout seul. Et en fait, très très vite, je me suis rendu compte que tout ce que je faisais se faisait sur le travail quand même de mon père et les espoirs aussi de ma famille. Hein. Parce que quand on fait cet investissement-là, c'est un investissement qui est aussi émotionnel. Hein. Pour un parent, je pense que pour en avoir discuté avec des personnes qui aujourd'hui ont des enfants, on me dit très souvent, c'est pas simple quand même d'envoyer sa fille. En plus, je suis la première de la famille, donc c'est le premier enfant, toute seule dans un autre pays. Et en fait, un jour, j'étais avec mon père, qui était avec un ami à lui, et cet ami-là dit à mon père, lui dit, je devais avoir à l'époque 18-19 ans. Il dit, c'est quand même dur de s'être séparé de sa fille à 14 ans. Et mon père qui répond froidement, il fait non. Je me souviens, je me suis dit, mais comment ça, non? Et là, il rajoute et il dit, mais en fait, je préfère envoyer ma fille en France et me dire qu'elle a peut-être des opportunités incroyables qui vont arriver, plutôt que la garder en Algérie, ou peut-être qu'elle n'avait pas les mêmes opportunités. Et là, je me suis dit, ah oui, c'était vraiment un sacrifice financier et émotionnel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il s'est dit, je préfère ne pas l'avoir avec moi, je ne vais peut-être pas la voir grandir comme j'aurais voulu la voir grandir, je ne serai peut-être pas là de la même façon, mais je sais qu'elle va avoir des opportunités que peut-être elle n'aurait pas en Algérie. Je reviens sur cette anecdote-là que tu viens de me raconter, où tu prends conscience en voyant cette fille de 14-15 ans avec ton ami, et tu te dis « Ah ouais, j'étais vraiment jeune ». Tu dis que tu le percevais comme des vacances, finalement au départ, en tout cas pendant 1 an et demi. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que tu t'es très vite responsabilisé, très vite tu as pris conscience de ces enjeux, de ces éléments et de ce sacrifice qui avait été fait par ton père, tes parents? Est-ce que c'est parce que finalement, tu n'avais pas le choix et du coup, tu as dû prendre les choses en main, ou est-ce qu'il y a autre chose, il y a eu un déclic peut-être à un moment donné où tu te dis il va falloir que je me donne les moyens de mes ambitions et d'honorer cet engagement ou en tout cas cette prise de risque et cette opportunité qu'on m'a offert? Je pense que la vie, de toute façon, me l'a rappelé très très rapidement, parce qu'à un moment donné, j'ai envie de dire, tu n'as pas le choix. Mais il y a des moments, je pense, un peu clés, des déclics. La première année, je ne m'en étais pas aperçue parce que j'étais tellement concentrée, en fait, sur tout ce qui était nouveau. Il faut dire que l'Algérie et la France, ça restait à l'époque différent. Je suis arrivée en 2005-2004. Hein. Ça n'a rien à voir. L'Algérie a beaucoup évolué depuis. Il commence à converger, on va dire, vers la façon dont les choses qu'on se trouve en France. Mais moi, j'avais jamais pris, par exemple, de bus en Algérie ou j'étais jamais sortie nécessairement toute seule. Enfin, il y a pas mal de choses, en fait, que je ne faisais pas. Et donc, les premiers mois, c'était un peu cette découverte-là. Aller au cinéma. Moi, je me souviens, j'étais jamais allée au cinéma en Algérie, en tout cas pas en 2004. Je sais qu'aujourd'hui, ça a beaucoup évolué et qu'il y a des choses qui se font en Algérie. Mais moi, en tout cas, à l'époque, c'est pas quelque chose auquel j'avais accès. Et donc, voilà, je vais au cinéma, je trouve ça incroyable, c'est génial. Il y a du shopping, on peut aller prendre un verre avec des amis, on sort. Enfin, vraiment, c'est toute une vie sociale, en fait, que moi, je ne connaissais pas du tout, dans lequel je n'ai pas grandi. Pour recontextualiser, moi, je suis née dans les années 90, c'est important de le rappeler, parce que c'est pour ça que je dis que c'est pas la même Algérie. Je suis née pendant la guerre civile. Donc, on est dans un pays où on a un couvre-feu à 20h. Voyez, donc moi, j'ai grandi dans ce système-là où à 20h, de toute façon, adulte, enfant, femme ou homme, vous n'avez plus le droit d'être dehors, en fait, parce qu'on est en guerre civile. Donc, c'est pas du tout le même contexte. C'est un contexte qui est risqué, c'est un contexte qui est stressant, qui est angoissant. Voilà, c'est un conflit interne qu'on a dans le pays. Et là, je viens en France où c'est joyeux, il y a la liberté, il y a des cinémas, les gens vont prendre des verres, du shopping. Et donc, forcément, je suis un peu happée par tout ça, par toute cette nouveauté-là. Et je perds un peu le focus, on va dire, des études. D'autant plus que c'est pas le même système éducatif. Moi, j'ai fait des études en arabe. J'arrive en France, on a un autre système. Il y a aussi ce temps d'adaptation scolaire qui doit justement s'aligner. Et donc, c'est vrai que la première année, j'ai peut-être pas pris conscience. Et c'est l'immaturité, évidemment. Parce qu'à 14 ans, on n'a pas conscience des choses, en fait. On se rend pas compte d'où vient l'argent. On se rend pas compte des heures de travail. Enfin, moi, déjà, d'ailleurs, en tant qu'entrepreneuse aujourd'hui, on se rend compte de chaque euro gagné, quel est, en fait, l'effort mis derrière. Et donc, on a vraiment pas toute cette conscience-là.
Et à la fin de l'année, je vois en fait, donc je redescends en Algérie pour voir mon père. Et c'est le moment aussi où on doit renouveler la carte d'étudiant, parce qu'en fait, quand vous êtes étudiant, vous le refaites chaque année, et c'est très lié aussi à vos bulletins en fait. Ça, je dis, ça aurait des clics à ce moment-là. Et je vois mon père en panique, je vois qu'on doit aller à l'ambassade pour justifier tout. Je vois en fait le processus, je le vois de mes yeux. Et je me rends compte de la difficulté que c'est, et de l'opportunité que c'est, et du sacrifice qu'il y a derrière. Et là, je me dis, en fait, c'est pas possible. Cela, c'est une chance que j'ai. C'est une chance que, malheureusement, tout le monde, parfois, ne peut pas avoir. On me la donne. Maintenant, il va falloir que j'en fasse quelque chose. Et je pense que ce moment-là, ce que j'ai vu, cette difficulté, ce stress, cette angoisse de la part, en plus de mon père, qui est un homme, voilà, un homme fort, on va dire, c'est quelqu'un qui montre pas beaucoup d'émotions. Mon père, c'est quelqu'un qui, voilà, quand on a besoin de quelqu'un qui ne stresse pas, c'est lui. On va vers lui, il a la solution à tout. Et là, je le vois finalement dans une situation où je vois de la crainte. Je me dis, si lui, il a peur, c'est qu'il faut avoir peur, je pense. C'est quelque chose que je n'ai pas compris. Donc, je pense que c'est à ce moment-là, moi, que j'ai eu ce déclic. Ok. Et tu dis, je rebondis rapidement, mais que tu as fait tes études en arabe à la base. Donc, tu arrives en France, tu parles pas français? Alors, je parle français, okay. Parce qu'en fait, l'Algérie, on est bilingue, hein, donc on parle français, on parle arabe. Maintenant, j'étais dans une école arabe, c'est-à-dire que tout mon programme était en arabe et que le français était une langue étrangère. Donc, tu dois tout revoir, voilà. Finalement, tu dois réadapter. Donc, je le parle parfaitement, ça, ce n'est pas un souci. En termes d'écriture, je fais encore des fautes d'orthographe. Je pense que même en France, en tant que Français, on fait des fautes d'orthographe, mais voilà, j'en faisais encore quelques-unes qu'il fallait que j'améliore. Et puis surtout, il y a toute l'éducation derrière. On n'a pas le même système. Moi, j'ai fait l'histoire et la géographie de l'Algérie, là où en France, on a un système scolaire en histoire qui n'est pas le même, et géographie, pareil, qui n'est pas le même. Donc voilà, il y a vraiment un temps d'adaptation. Je pense que les seules matières qui étaient assez similaires, c'était les matières scientifiques, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai excellé dedans, qui étaient les mathématiques, où finalement, c'est très international. On est partout au même niveau. Mais tout ce qui est histoire, géographie, philosophie, français et langue, en Algérie, moi, l'anglais, j'en avais même pas commencé. Donc j'arrive en France, où je me souviens, j'arrive en seconde, quelque chose comme ça. On est dans une classe et le cours d'anglais est en anglais. C'est très surprenant, c'est normal. C'est normal en France. Moi, je me dis, mais comment on peut apprendre l'anglais avec quelqu'un qui ne fait que parler anglais, par exemple? En Algérie, moi, je n'avais pas encore fait d'anglais. J'avais que le français comme langue étrangère. Donc, j'arrive dans une salle et on me dit, tu fais l'anglais et tout le monde parle anglais. Et comment je vais faire? Donc, typiquement, c'était des matières où j'ai dû faire beaucoup de rattrapage. Par la suite, tu tombes dans l'entrepreneuriat. Ce que je sais, c'est que tu ne tombes pas à la base dans l'entrepreneuriat par passion, mais plus par nécessité. Qu'est-ce qui fait que tu dois te lancer dans l'entrepreneuriat? Quand est-ce que ça a lieu? Par quoi tu commences? Alors, je dirais par opportunité, pas par nécessité. Okay. Vraiment. Pour revenir à ce qu'on disait, et je pense que ça va être logique justement dans l'histoire, je viens en France pour faire des études. Donc forcément, quand on a un investissement pareil, on doit faire des études qui vont nous amener vers des métiers très clairs. Vous savez, soit ingénieur, soit médecin, soit... On a des métiers très clairs et des études très très claires. Voilà, faut rentabiliser sa venue. Et donc moi, dans mon histoire, en tout cas dans l'idée que je me faisais de ce que j'allais devenir, c'était je dois faire de bonnes études, voilà, pour m'assurer un métier, et puis je vais faire un bon métier dans une bonne entreprise, et puis après je vais monter les échelons dans cette entreprise-là, et puis je vais peut-être travailler dans des grandes boîtes réputées. À aucun moment, dans ma liste de choses à faire, je n'avais dans mes options le fait de faire de l'entrepreneuriat. C'était pas alors déjà parce que je ne viens pas d'une famille d'entrepreneurs, hein, donc c'est pas du tout quelque chose dans lequel j'ai grandi. Je ne connaissais pas d'entrepreneur, donc pour moi c'était vraiment très voilà, c'est quelque chose qu'on entend, mais moi je ne connaissais pas du tout. Et puis moi on m'a toujours dit il faut faire des études, voilà, faut faire des métiers, faut rentrer dans une entreprise, avoir un CDI, monter les échelons. C'est pour ça que je dis vraiment l'entrepreneuriat ça a été une opportunité. C'était pas du tout dans mon plan de base. Et puis effectivement, je lance Risque Intel Média comme quelque chose juste qui m'amuse, hein, parce que je suis très, très hyperactive et j'aime bien faire pas mal de choses. Et je me suis dit, je vais partager de l'info, en fait, tout simplement. Et c'est comme ça qu'en fil en aiguille, en fait, c'est devenu une société. Mais ça n'a initialement jamais été le plan de base. Hein. Donc c'est vraiment une opportunité qui s'est présentée. Et qu'est-ce qui fait que tu crées ce média à ce moment-là? Je le crée parce que moi, j'ai fait des études plutôt d'économie, hein, de mathématiques appliquées à l'économie, et je me retrouve en cybersécurité. Donc on se dit... Comment? Pourquoi? Alors, il faut comprendre que la cybersécurité, aujourd'hui, c'est plein de métiers différents. C'est un peu comme la médecine, vous allez avoir un généraliste, un cardiologue, un ophtalmologue, et si vous demandez à un cardiologue de vous faire une auscultation des pieds, il va dire « c'est pas ma spécialité hein. ». Voilà. Et bien, c'est pareil dans la cybersécurité, vous avez des profils très techniques, d'accord, qui ont fait des études d'informatique, d'ingénieur, et vous avez aussi des profils qu'on appelle de gouvernance. Et ça, c'est des profils comme les miens, c'est-à-dire, c'est des gens qui vont faire du management de projet, de la mise en place de politiques, internes en cybersécurité dans une entreprise. Donc, moi, j'arrive à la fin de mes études, j'apprends justement, j'ai eu quelques modules de cybersécurité, donc je découvre un peu ce domaine-là, et je découvre deux choses. C'est que c'est un secteur qui recrute beaucoup, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas assez de profils et de talents
pour pallier aux besoins en fait, du marché. Donc c'est un super secteur parce que il n'est pas du tout bouché. Un secteur qui paye bien. C'est un secteur où il y a peu de femmes, donc il y a aussi une attractivité. On a envie de féminiser ces métiers-là, donc forcément, on va vouloir aussi attirer ces profils. Et donc je me dis, dans la logique dans laquelle j'étais, c'est la meilleure route pour avoir un CDI, pour commencer à travailler, à gagner ma vie. Donc je rentre en cybersécurité avec ce profil justement gouvernance, et je m'aperçois très vite que beaucoup du contenu que je cherchais, que je retrouvais en ligne, dans des journaux, dans des magazines, était très technique. Donc moi, qui ne suis pas un profil technique, je n'y comprends rien. Je me dis, bon, il y a un souci, comment on fait? C'est pas possible. Et pourtant, je suis en train de le voir, la cyber. Je suis consultante à cette époque-là, donc je suis quand même en train de voir que ça a des impacts géopolitiques, économiques, réputationnels. Moi, en plus, qui ai fait de l'économie, de la science politique, ça me parle. Je vois des liens entre les deux. Donc je me dis, c'est quand même dommage d'avoir une approche que technique. On perd tout un pan de cet écosystème. Et puis en plus, la cybersécurité, moi, c'est ce que je crois personnellement, c'est un secteur qui touche tout le monde. À partir du moment où tu es connecté à Internet, c'est-à-dire tu as un téléphone, un ordinateur, un compte LinkedIn ou que sais-je, tu es potentiellement une cible pour un criminel, pour un cyberattaquant. Et donc, ça devrait concerner tout le monde. Mais impossible, par exemple, toi, Alec, de te donner envie de lire un papier en cyber si la seule chose que tu lis, c'est des trucs hyper techniques dont tu ne comprends rien. Je me suis dit, partageons de l'information. Je vais faire une page LinkedIn et dedans, moi, de toute façon, je ne suis pas technique, donc je ne vais pas toucher à ça, je ne vais pas dire des bêtises. Par contre, je vais faire des analyses plutôt économiques, réputationnelles, géopolitiques, qui correspondent plus au profil et aux études que j'ai pu faire d'ailleurs auparavant. Ce chemin justement de pensée qui te mène à faire ça, est-ce qu'il y a des influences particulières ou autres qui t'orientent vers ça? Parce qu'aujourd'hui, quand on raconte l'histoire a posteriori, c'est une évidence. Et puis on se dit, ah ouais, génial, t'as pris ta place. À quelle année c'était? C'était en 2020. 2020, donc c'est à 5 ans. Il y a 5 ans, LinkedIn n'est pas aussi populaire qu'aujourd'hui. C'est vrai. Il y a 5 ans, le personal branding n'est pas aussi populaire qu'aujourd'hui. Le format écrit, encore moins. La volonté de vulgariser un sujet technique comme la cybersécurité, encore moins. ChatGPT n'existait pas. Donc, si on remet les choses dans leur contexte, qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, tu te dis, je vais me lancer sur cette plateforme, j'ai envie de documenter, j'ai envie de vulgariser, et surtout, est-ce que tout de suite, tu vois qu'il y a un attrait, tu vois que ça mord ou pas du tout? Alors, en fait, quand j'ai fini mes études et que je suis rentrée sur le marché du travail, donc moi, mon dernier diplôme, c'est avec l'école de guerre économique, donc qui fait une expertise en intelligence économique. Et l'avantage de cette école, que je trouve d'ailleurs très bien construite pour ça, c'est qu'ils ont un ensemble de clubs, ce qu'on appelle des clubs métiers. Non, je crois 14. Alors moi, quand j'ai quitté l'école, il y en avait 14, mais je crois qu'entre-temps, il y en a peut-être plus qui sont arrivés. Donc chaque club est adossé à un métier. Donc vous avez le club cyber, le club droit, le club tech, le club risque, ce que vous voulez, il y en a 14. Et donc moi, à l'époque, donc là, je suis à la tête du club risque. C'est-à-dire que j'ai une quinzaine d'étudiants que je chapeaute tout au long de l'année, pour lesquels on a des projets, on a des articles qui sortent. Donc moi, j'avais les jeudis du risque que j'avais implémentés pour mes étudiants. On avait un événement annuel, on avait des conférences que j'organisais, donc je ramenais des intervenants. Et en fait, je me suis retrouvée un peu entre les deux. C'est-à-dire que j'ai un club qui s'appelle le club risque, n'est-ce pas? Mais en même temps, je fais de la cybersécurité. Et en même temps, il y a un club qui s'appelle le club risque. Donc je me retrouve un petit peu à faire du risque cyber. Et je me dis, oui, mais comment je vais pouvoir justifier mes conférences dans l'écosystème du risque? Et je vais faire ça par l'approche des risques. Donc je vais faire du risque cyber, certes, mais avec différentes approches. En fait, ça s'est vraiment fait, si vous voulez, par test. J'ai testé pas mal de choses. Et donc, à l'époque, je faisais la promotion, justement, des conférences que j'organisais sur LinkedIn, parce que comme mon objectif, c'était d'attirer un public de professionnels, forcément, c'est pas sur Instagram ou sur d'autres plateformes, Facebook, qu'on fait ce genre de promotion. La meilleure plateforme pour attirer du professionnel, c'était d'aller sur LinkedIn. Et je voyais que ça marchait très bien. C'est-à-dire que les thèmes et les conférences que j'avais traitées et organisées avec les intervenants faisaient appel, en tout cas, à un public, ça leur plaisait. Il y avait des inscrits, il y avait des gens qui se déplaçaient. Et c'est comme ça que je me suis dit, pourquoi ne pas faire, moi, ma propre page, donc Risque Intel Media, sur laquelle je vais justement partager, parce que mon objectif, au final, c'est quand même de donner de l'information et du contenu à des professionnels de ce secteur. Et à ce moment-là, ton modèle économique, avec ce premier projet, cette première boîte, c'est quoi? Alors, au début, mon modèle économique, c'est rien. Okay. Non, mais c'est rien. Comme je l'ai dit, en fait, comme c'est par opportunité, c'est pas quelque chose que... J'ai discuté avec des entrepreneurs. Et j'ai des entrepreneurs qui réfléchissent à un business model, qui font une étude de marché, qui regardent ce qui se passe et qui, après, en fait, lancent l'entreprise basée sur quand même pas mal d'étapes déjà bien organisées. Moi, ça s'est fait complètement dans tous les sens. C'est pas du tout ça. Il n'y a pas de business model parce qu'initialement, ce n'était pas une entreprise. Initialement, c'est quelque chose, moi, qui me plaît, que je fais à la fin de mes horaires de travail, qui me permettent, en fait, d'avoir une activité à côté, un peu, je dirais, artistique, si on peut dire comme ça. Moi, ça m'a aéré l'esprit. Et donc, je fais mon premier webinaire, je crois, c'est en 2020, je crée la page. En 2021, j'ai mon premier webinaire, un peu avant le Covid. Et donc, je fais ce premier webinaire qui a plus de 1000 participants.
Je me dis, bon, il y a quelque chose là. Il y a un truc qui marche, je ne sais pas ce qui se passe, mais les gens sont intéressés. J'en fais en janvier, j'en fais en février, j'en fais en mars, donc j'en fais un par mois. Et là encore, on est en train de parler de quelque chose où c'est pas du tout rémunéré, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a rien, c'est une page LinkedIn. Tu vends rien? Ah mais rien, je ne vends rien. Tu fais des webinaires voilà, c'est ça, je m'amuse. Je m'amuse, c'est littéralement ça, je m'amuse. Et je me souviens, en mois d'avril, je suis en train de faire ma séance de sport chez moi, je reçois un coup de fil d'un numéro que je ne connais pas, donc je réponds. Et c'est une société qui me dit, écoutez, on suit ce que vous faites, c'est génial, on aimerait bien faire un partenariat sur une émission, parlons-en, comment vous faites? Et donc là, j'ai un réflexe, je ne sais pas d'où c'est sorti, le gars, je lui dis, on fait comme ça, c'est comme ça, c'est tant, c'est ceci. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien du tout, donc le gars me dit, génial, avançons. Faisons ça. Et donc, si on veut facturer un client, on est obligé de créer une société, n'est-ce pas, hein? Donc là, se crée la société. C'est comme ça que je crée la société. Et là, je rentre dans autre chose. Parce qu'on passe d'un système où je m'amuse, ce qui veut dire aussi que j'ai une liberté. En fait, je n'ai pas de KPI, je n'ai pas de compte à rendre à personne. En fait, je ne vends rien, comme tu l'as dit. À un système où, là, on a un prestataire. Donc, on a quelqu'un qui attend une certaine qualité, une certaine rigueur, des retours, des choses. Et forcément, ça m'a mis dans une situation où j'ai dû penser au modèle. Là, je me suis dit, bon, il faut structurer l'offre, il faut créer une offre, il faut commercialiser cette offre, il faut avoir un suivi client, il faut avoir des retours d'expérience après. Donc voilà, vraiment, ça a permis de structurer, mais ça s'est fait client, en fait. Ça s'est vraiment fait au fur et à mesure. Et qu'est-ce que tu crées à ce moment-là? À ce moment-là, je crée justement les webinaires dans lesquels on parle avec des entreprises autour de la cybersécurité avec une approche vraiment transverse. Et ça dure, je dirais, quelques mois. Et puis après, je me dis, pourquoi ne pas créer un événement qui permet de rassembler tous ces gens-là, parce que là, je fais plein de webinaires, c'est génial. Plein de gens se voient à distance. En plus, c'était la période où on était en Covid, donc tout le monde était de toute façon à distance, ce qui pour moi était une opportunité, je tiens à le préciser, parce que ça m'a permis de créer du contenu sans avoir à avancer quoi que ce soit, puisque de toute façon, on était tous à distance. Et donc là, je me dis, très bien, je vais créer le Risque Summit. Ça va être un événement où on va avoir une dizaine d'entreprises et des experts en cyber qui vont venir, des échanges, des rencontres, du networking. On crée du business pour des personnes, on met en relation justement des acheteurs et des vendeurs en cybersécurité et on fait ça à Paris. Et c'est là où on passe d'un modèle qui est celui d'un média pur à un modèle plutôt d'événementiel et de mise en relation. Et donc aujourd'hui, si on doit définir ce que c'est que Risque Summit et Risque Intermédiaire, on est sur de l'événementiel, on est sur de la mise en relation entre des acheteurs et des vendeurs en cybersécurité. Quand tu fais ces webinaires au tout début pour les entreprises, si tu devrais résumer les quelques clés que tu partages à chaque fois aux entreprises, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne sont pas suffisamment sensibilisés à la cybersécurité, qui du coup vont commencer à s'y intéresser quand il est trop tard. Et on le sait souvent, la plus grande faille en cyber, c'est pas la machine, c'est ce qu'il y a entre le clavier et la machine, c'est soi-même. Quels sont les différents conseils que tu partagerais à des entrepreneurs qui nous écoutent et qui peut-être ne sont pas du tout conscients de à quel point en fait le risque existe lorsque tu commences à être sur Internet? Alors, ce que je leur dirais, c'est que la première chose, c'est d'en prendre conscience. En fait, l'un des plus grands problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est quand on demande à des startups, des TPE ou des PME, est-ce que vous pensez que la cybersécurité vous concerne? La première chose à laquelle ils vont vous répondre, c'est pas du tout. Enfin, nous, on est très petits, on n'a rien à cacher, on n'a pas de données sensibles. Voilà. Alors qu'en réalité, c'est tout à fait le contraire. C'est-à-dire que les petites entreprises sont des cibles de choix. Prenez des entreprises du CAC 40. Elles, le risque cyber, elles l'ont compris il y a longtemps. C'est plus une question et elles ont mis non seulement les moyens financiers, là on parle quand même de budgets de millions, de budgets qui sont posés sur le segment uniquement de la cybersécurité, des moyens humains et des moyens techniques avec des outils. Donc la question cyber, si vous voulez, alors ça ne veut pas dire le risque, je le dis bien, le risque zéro n'existe pas, mais elles sont bien protégées. Alors comment on fait pour toucher ces entreprises-là? Si on ne peut pas les toucher directement elles, parce que finalement c'est le Graal, ça va être de passer par les petites entreprises. Elles n'ont pas conscience qu'elles sont une cible. Elles ne se protègent pas du coup puisqu'elles pensent qu'elles ne sont pas des cibles. Et surtout, ce sont très souvent des prestataires. Parce qu'aujourd'hui, on travaille en chaîne. C'est-à-dire que toutes les entreprises sont plus ou moins interconnectées via des chaînes d'approvisionnement, des chaînes de valeur. On est tous le prestataire de quelqu'un, en fait. Donc, vous êtes peut-être petit en tant qu'entreprise. Vous êtes peut-être le prestataire de service d'une petite brique chez AXA, chez BNP, chez Société Générale. Et via vous, parce que vous n'avez pas pris en compte le risque cyber, on va vous attaquer. C'est très simple de rentrer chez vous parce qu'on sait que de toute façon, vous n'avez rien mis en place. La probabilité de réussir est beaucoup plus forte. Et en plus, on va quand même réussir à remonter vers un très très grand groupe en passant par vous. Donc la première chose, je dirais évidemment, c'est d'en prendre conscience. Une fois qu'on en a conscience, à ce moment-là, vous avez des choses qui sont très simples. En fonction de votre taille d'entreprise, évidemment, vous allez avoir plus ou moins besoin d'avoir certaines choses, mais il y a des gestes de base aussi à connaître. Et tu le disais très bien, l'être humain, c'est au centre. Ça veut dire faire attention aux campagnes de phishing qui restent aussi l'une des premières points d'entrée. Alors les campagnes de phishing, pour expliquer, quand on pense à une cyberattaque, très naturellement, on va penser à des attaques très complexes.
Vraiment, on imagine le film avec le gars qui est en train de hacker la CIA, le FBI, avec des trucs très obscurs, techniques et tout. Alors, il y a des attaques très élaborées, hein, je ne dis pas, mais la plupart des attaques ne sont pas très élaborées en réalité. Elles sont très simples, c'est des mails de phishing où on va vous envoyer un mail en se faisant passer pour votre banque, pour votre hôpital, pour votre assurance, que sais-je. Vous allez cliquer sur un lien, vous allez remplir des informations et en fait, on va tout simplement récupérer vos accès à tel ou tel compte. Et donc, c'est déjà de sensibiliser aux campagnes de phishing, c'est-à-dire de savoir qu'on ne clique pas sur des liens, que si votre banque vous demande votre code, c'est pas normal parce que normalement tout se fait sur votre plateforme, que votre plateforme, vous n'y allez pas à travers votre mail, vous y allez en tapant directement dans la barre de recherche justement l'adresse de votre page sur laquelle vous vous connectez. Voilà, c'est d'être vigilant sur ce qu'on appelle le social engineering, c'est-à-dire l'utilisation à certains moments de techniques de manipulation pour vous amener à faire une action qui va potentiellement vous mettre à défaut. Après, vous avez effectivement la mise en place de backup. On le répète très souvent, il faut toujours mettre des backups à ce que vous avez. Parce que comme le risque zéro n'existe pas, si un jour vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes attaqué, qu'on vous bloque votre système, qu'on vous vole vos données, que vous n'y avez plus accès, eh ben, c'est l'arrêt, c'est la mort de votre entreprise. Alors, si tu n'as pas accès à tes fiches clients, si tu n'as pas accès à tes mails, si tu n'as pas accès à ton travail, ton entreprise s'arrête. Besoin d'avoir des backups pour pouvoir permettre en fait la continuité d'activité et la reprise. Donc il y a un certain nombre d'informations qui sont disponibles sur Internet et d'ailleurs l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, donne quotidiennement, assez régulièrement sur son site des livres blancs, des articles qui permettent d'avoir vraiment les bonnes pratiques de base. Donc moi j'invite tout le monde, en tout cas si vous posez des questions sur comment se sécuriser dans un premier temps, avec des choses un peu basiques mais simples et très importantes, parce que parfois les gestes les plus simples sont les plus importants, c'est d'aller sur des sites comme ceux-là pour pouvoir justement vous acclimater, je dirais, à ce que c'est que la cybersécurité et voir dans quelle mesure vous avez besoin de mettre en place certaines choses. Il y a des outils aussi pour sécuriser ces mots de passe, par exemple, comme OnePassword, Dashlane et j'en passe. KeePass, Dashlane, tout à fait, oui. Exactement. C'est quelque chose que tu recommandes ou le fait de garder tous ces mots de passe dans un fichier Excel ou une note, c'est encore... Non, il ne faut pas. Alors, on ne les laisse pas sur des bouts de papier. Ça, c'est important. On ne les laisse pas sur des fichiers. Parce qu'en fait, si vous laissez sur des fichiers, quelle est l'importance si demain on vous hack et qu'on récupère ce fichier? Ça n'a aucune importance. Vous avez effectivement ce qu'on appelle des gestionnaires de mots de passe, hein, donc c'est parmi lesquels tu as donné des exemples. Les gestionnaires de mots de passe, ça a quand même deux avantages. Le premier, c'est que ça garde quand même un certain nombre de mots de passe, donc ça vous permet de ne pas avoir le même mot de passe partout, parce que c'est ça aussi qu'on dit à tout le monde, c'est faites attention au niveau des mots de passe. Très naturellement, on se donne un mot de passe et c'est le même mot de passe qu'on a partout. Génial. Mais ça veut dire que si demain, ce mot de passe fuite sur un des sites, ça peut être un truc tout bête, hein, c'est Zara. En fichier qu'on a sur votre compte Zara. Mais c'est le même mot de passe que celui de la BNP, ou c'est le même mot de passe que votre adresse mail, ou c'est deux choses plus sensibles, on va dire. Là, il y a un problème. Donc, on dit ne jamais utiliser le même mot de passe sur tous ces comptes. Sauf que là, tu vas me répondre, Yasmine, t'es sympa, mais moi, j'ai 50 comptes, je peux pas faire 50 mots de passe en plus des mots de passe forts. Hein. X nombre de caractères avec une majuscule, un arrobase, un je sais pas quoi, c'est un enfer. Et c'est là où justement le gestionnaire de mots de passe est intéressant parce qu'il va vous générer en fait des mots de passe forts, donc des trucs complètement illisibles, hein, mais surtout il va vous les faire en plusieurs, vraiment en dizaines, en centaines, et ça vous permet en fait de tout garder et de ne pas avoir à vous poser la question. Et c'est là où on arrive un peu à la limite de l'être humain. Vous ne pouvez pas garder 50 mots de passe en tête, vous avez justement ces gestionnaires de mots de passe. Tu évoquais tout à l'heure une référence justement pour aller chercher des informations à l'égard de la cyber et comment se protéger, faire de la prévention. ChatGPT, typiquement, est-ce que c'est un bon outil pour pouvoir discuter, dialoguer avec lui, créer des hypothèses et puis lui demander de t'aider? Parce que je te pose la question dans le sens où j'ai l'impression que ça casse les barrières à l'entrée de ceux qui voudraient chercher des failles ou en tout cas nuire d'une certaine façon, mais que l'élément principal de ceux qui sont victimes de tout ça est lié à leur méconnaissance du risque et donc du niveau de conscience qu'ils ont à l'égard du risque lui-même, donc ne vont pas naturellement chercher à faire de la prévention par eux-mêmes ou se protéger. Donc ils ont un désavantage par rapport à d'autres qui ont ce nouvel avantage avec l'intelligence artificielle. Comment tu vis ça au quotidien et qu'est-ce que tu partages à ce sujet? Alors, pour moi, là, il y a trois informations différentes par rapport à ChatGPT. C'est la première chose qui est de dire, faites attention, hein, parce que ChatGPT ne dit pas toujours des choses vraies. Hein. Il hallucine parfois, hein, donc il y a des fausses informations. C'est pour ça que ChatGPT, ou d'ailleurs tout outil un peu comme celui-ci d'IA, c'est un bon assistant, mais ça ne peut pas remplacer quelqu'un. Donc quand on vous donne de l'info, quand même, allez vérifier que ce qu'il est en train de raconter est vrai. Parce que sinon, vous vous retrouvez avec des informations fausses. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tu as dit quelque chose d'assez intéressant, tu as dit ça casse les barrières à l'entrée des personnes malveillantes. Oui. Moi, je discutais avec des experts, parce que j'avais une émission il n'y a pas longtemps sur la cybersécurité, il y a justement, et tu as un des experts qui me dit, mais en fait, vous vous rendez pas compte, aujourd'hui, on a quand même pas mal de hackers qui sont
pas très très compétents en fait. Mais avec justement tous ces outils-là, aujourd'hui, ils sont en mesure de pouvoir générer des campagnes de phishing massif et très bien formulées, très réalistes. Donc on commence à avoir aussi une barrière de compétence pour ceux qui font les cyberattaques qui baisse. Donc c'est un formidable outil pour nous, c'est aussi un formidable outil pour les hackers. Donc ça va dans les deux sens. Après, je dirais troisième chose, faites aussi attention aux informations que vous mettez dans ChatGPT. Ou d'ailleurs dans n'importe quelle IA, vous ne savez pas où ces données sont stockées, vous ne savez pas si elles vont fuiter. Et je reprends l'exemple de ChatGPT parce qu'il y a 2 ans et demi de cela, ou même 2 ans je pense, pendant 24 heures, en fait, quand on se connectait sur ChatGPT, on n'avait plus l'historique sur la gauche, tu sais, où tu as toutes tes requêtes. Et moi, je m'étais posé la question, je me suis dit, c'est un peu bizarre, pourquoi on n'a plus accès à son historique? Et je suis partie chercher, et il s'avère que ChatGPT a eu une attaque. Il y avait une faille, et un hacker en a profité justement pour pouvoir accéder à l'historique de demande de tout le monde. Donc là, réponse de ChatGPT pour essayer de contenir le problème, c'est qu'ils les ont supprimés pendant 24 heures, histoire de patcher le problème. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce que tu écris peut potentiellement se retrouver demain à l'extérieur. Et je dis ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui écrivent leur vie, qui font des requêtes. Alors, typiquement, j'ai envie de répondre à un collègue ou à mon patron et qui met un mail très méchant et qui dit, s'il te plaît, reformule-la de façon polie. Mais tu as le mail initial où le gars n'était pas très, très content. Tu as ceux qui mettent carrément des informations liées à leur entreprise, c'est-à-dire qu'ils vont vous mettre des documents parce qu'ils ont envie de synthétiser et vous avez dedans peut-être des noms de prestataires, des références clients. Enfin, vraiment, il faut faire très attention aux infos. En fait, ce qu'on met sur ChatGPT, il faut partir du principe qu'on est à l'aise avec ce qui pourrait ressortir. Voilà. J'accepte de mettre cette info parce que si demain c'est placardé dans la rue, ça ne me dérange pas. Je pense que c'est l'image et le mindset dans lequel il faut être quand on utilise ce genre d'outil. Ok. Et la version pro, justement, qui théoriquement, en tout cas, te certifie qu'il n'y a pas d'historique ou que les données sont encodées de façon à ce qu'elles ne puissent pas être exploitées. Est-ce que ça suffit aujourd'hui pour protéger ces données personnelles liées à ChatGPT lorsque tu coches cette fameuse case dans les features pour faire en sorte qu'ils ne les utilisent pas, ou ça reste quand même un risque? Alors, je ne connais pas cette feature pour le coup. Par contre, je vais te dire de façon générale. Okay. 2 éléments. Le risque zéro, comme je te le disais, n'existe pas. Donc, tu peux toujours avoir des fuites de données. Aucune entreprise ne peut te certifier à 100% que ce qu'elle collecte de ta part, en tout cas si elle le garde, c'est la première chose, si elle garde cette information, que ça ne sortira pas. Après, tu vas avoir des entreprises qui te disent non, on ne garde rien, on ne met pas de backup sur ce que vous nous dites, donc de toute façon, même s'il y a une fuite, en gros, l'information, on ne l'a pas. Bon, est-ce que c'est vrai? Voilà, il faut faire attention. C'est entre ce que là, voilà, on a vu quand même des cas avec certaines entreprises où on vous assure que c'est sécurisé, que vos données, il n'y a pas de souci, et finalement, si, on gardait bien les informations. Et la troisième chose, c'est que typiquement pour une entreprise comme ChatGPT, donc c'est OpenAI, qui est une entreprise américaine, on a ce qu'on appelle l'extraterritorialité du droit. Donc toutes les entreprises américaines, si demain les autorités américaines demandent à ces entreprises-là de donner des informations, les données des utilisateurs, quelle que soit leur origine dans le monde, et donc français, ils sont dans l'obligation de la donner. Donc voilà, partir du principe que même si on vous garantit qu'on ne garde pas vos données, rien ne vous protège réellement de ne pas garder ces données. C'est comme, j'avais lu récemment, je me demande si ce n'était pas l'IA Meta, il me semble, l'IA Meta qui utilise en fait des données échangées justement ou des données qui ont été mises sur Instagram pour alimenter l'IA. Personne n'a donné son consentement sur ça. Donc voilà, c'est vraiment des questions qui se posent. Donc je ne connais pas trop cette case, mais moi, je garderai toujours un peu de pragmatisme et de recul en me disant on n'est jamais sûr à 100%. Donc, si vous n'avez pas envie que quelque chose soit demain dans la nature, ne la partagez pas, tout simplement. Quand je t'écoute depuis le début de cet échange, je vois surtout aussi une passion. Ah bon Une passion, de l'énergie. Enfin, tu vois, je te parle de cybersécurité et on voit que tu es animé par cette volonté de transmettre et c'est ce que tu fais sur les réseaux depuis maintenant 5 ans, de sensibiliser les gens. Est-ce qu'il y a une expérience en particulier qui fait qu'à un moment donné, tu t'es dit « je veux aller dans la cyber » ? Eh bien, pas vraiment je dirais pas un événement ou quelque chose qui s'est produit. C'est plutôt que je suis passée c'est un secteur que je ne connaissais pas. Typiquement, moi, quand on parlait de la cybersécurité, l'image que j'en avais, c'est l'image d'ailleurs de la majorité des personnes, c'est quelqu'un qui est en train de hacker c'est un homme avec une capuche noire quelque part dans sa maison avec un écran noir et du verre, des trucs qui encodent du verre fluo. Et donc pour moi, c'était complètement inaccessible. Je veux dire, quand je faisais mes études, j'avais entendu un peu parler de la cyber, j'avais vu des trucs à la télé. C'était impossible et improbable que je me retrouve dans cet écosystème-là, parce que pour moi, il fallait absolument être un technique, en fait, un techos. Et donc, je fais un premier cours justement à l'EG où on m'introduit la cybersécurité et surtout on m'introduit le panorama des métiers.
je me rends compte que finalement, il y a des métiers très divers et que oui, on a besoin de gens techniques, c'est important évidemment, parce que ça reste un métier technique, mais qu'on a tout un pan de ce secteur-là qui sont des juristes, qui sont des personnes qui ont fait des études en intelligence économique, en développement, vraiment plein de choses différentes. Et donc là, je me suis dit, c'est hyper intéressant parce que c'est un métier qui monte, ça c'est une réalité. Moi, je répète ce que je disais au début, c'est que je suis convaincue que ça va devenir de plus en plus un sujet de société. Et je pense que les médias, en plus, s'en rendent compte, parce que si on prend l'année 2024, on est passé il y a 5-6 ans, à un sujet dont on ne parlait pas du tout, on ne voyait pas ni Le Monde ni Le Figaro en parler. Et là, 2024, c'est jamais plaisant de voir une fuite de données massive, comme France Travail, Free ou autre, ou SFR, mais la réalité, c'est que ça devient un sujet sur lequel on communique de plus en plus, parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, ça concerne tout le monde et que c'est donc un risque qui doit être partagé, en fait, que les gens soient sensibilisés. Donc finalement, je dirais que c'est pas tant que j'ai eu un événement qui m'a dit, où je me suis dit, voilà, c'est le secteur dans lequel il faut que j'aille, plutôt que j'ai découvert quelque chose que je pensais complètement inaccessible et que j'ai trouvé, oui, passionnant, parce que c'est un secteur qui évolue énormément. Déjà, rien que moi, sur le peu d'années, j'ai envie de dire, de vécu dans la cybersécurité, je suis passée d'un avant l'IA à après l'IA. Je suis passée de avant qu'on vous crée des deepfakes et qu'on soit capable en fait de faire des campagnes de phishing d'un réalisme absolu à aujourd'hui, je peux me connecter sur un Zoom et discuter avec quelqu'un qui semble être mon conjoint, mon boss, mon collègue, alors que c'est pas du tout lui. Et je vais te raconter une histoire. Ça, c'est un cas d'école exceptionnel. Franchement, quand on dit, moi je donne toujours cet exemple, je pense que les gens en ont marre de m'entendre, mais je pense que peut-être ton public ne le connaît pas. Alors, il s'est avéré qu'en juin dernier, il y a eu une attaque qui a fait un peu le tour du monde parce qu'on a utilisé cette histoire de deepfake. Ça s'est passé à Hong Kong. Donc, c'est un collaborateur qui reçoit un mail qui lui dit, on va l'appeler Georges. Écoute, Georges, il faut absolument qu'on se connecte là tout de suite en Zoom, en Teams, que sais-je, parce qu'on a une réunion meeting avec telle personne, c'est hyper important, tu te connectes. Le gars regarde le lien lui paraît complètement fiable, il se connecte, là, il se retrouve dans un meeting, donc il se dit, tout va bien. Il voit ses deux collègues, alors ses deux collègues, c'est lui, la voix, c'est bien ses collègues, le meeting avance, et on lui dit, écoute, il faut que tu fasses un virement de 26 millions. 26 millions. Faut que tu fasses un virement de 26 millions de toute urgence, c'est très important, on est sur un deal, machin, que sais-je. Le gars a fait un virement de 26 millions. Et il s'est avéré que ce n'étaient pas ses collègues, en fait. C'est des hackers qui ont récupéré, en fait, des vidéos de meetings ou de conférences de ces deux collègues-là, qui ont pu, du coup, reproduire l'image, reproduire la voix, et te créer une situation où le concept même de vérité n'existe plus. C'est-à-dire que là où on te disait avant, quand tu parles à quelqu'un, si tu veux t'assurer, appelle-le, écoute-le au téléphone, ou alors fais une visio avec lui et puis tu sauras si c'est lui. Aujourd'hui, c'est plus une réalité, en fait. Alors, tu n'es même plus certain de parler avec ton boss. Et 26 millions, ça fait mal quand même, ça pique. Donc, c'est un exemple. L'arnaque au président 2.0. Ah, mais complètement, mais complètement. Et je trouve ça fou parce que je me pose aussi la question, mais comment on va sensibiliser ça avance tellement vite. Ouais. Et nous, côté experts en cybersécurité, donc défenseurs, on doit sensibiliser avec les nouvelles choses qui arrivent. C'est de pire en pire, en fait. Parce que là où avant, on disait, si vous avez un doute sur un mail, vous appelez. Si vous avez un problème, vous faites une visio. Là, en fait, non. Comment on doit faire alors? Exactement, comment on doit faire. En fait, il faut être extrêmement vigilant. Une fois que tu le sais, et là, il y a plein d'entreprises d'ailleurs qui font des exercices comme ça désormais. C'est-à-dire que maintenant qu'on sait qu'on peut utiliser ces techniques-là, moi j'ai discuté avec différentes entreprises qui nous disent non, on le fait. C'est-à-dire qu'on a créé des fausses vidéos de notre patron, des faux messages vocaux. Les entreprises oui, bien sûr, pour sensibiliser. Et puis on a lancé ça pour voir un peu la réaction des gens et puis pour leur dire, vous voyez, voilà, ça c'est ce qu'on est capable de faire. Une fois que tu l'as vu une fois, en réalité, tu ne te fais pas prendre une deuxième fois. Je pense que le grand problème du début de ce type d'attaque, c'est la surprise. C'est quand on n'a jamais entendu parler, que tu n'as personne qui a eu ce genre de cas. Tu dis même que c'est pas possible. Voilà, que tu te dis c'est pas possible. On n'y est pas encore, dans quelques années, mais pas aujourd'hui. Exactement. Mais si tu mets dans une salle 10-15 personnes et que tu leur mets une vidéo de leur patron et qu'au bout de 5 minutes, tu leur dis, voyez là, c'est pas votre patron, ça c'était une vidéo enregistrée avec tel et tel et tel machin, et après, en fait, ils font très attention aux petits détails. Donc la sensibilisation est très importante, mais c'est vrai qu'elle doit évoluer aussi vite que les nouvelles menaces qui arrivent. C'est assez compliqué d'ailleurs, parce que les menaces évoluent extrêmement vite. Ouais. L'IA évolue extrêmement vite. Tu disais aussi que ça rend accessible la chose. Après, j'ai envie de dire que plus il y aura d'acteurs, plus il y a d'attaques, plus il y a d'attaques. Malheureusement, plus il y a de victimes, mais plus il y a de victimes, plus il y a de gens sensibilisés. Et plus il y a de gens comme toi aussi qui permettent de véhiculer un message qui fait que les gens vont avoir tendance à faire de moins en moins l'erreur. Outre ces éléments, du fait d'être vigilant, du fait de mettre ses mots de passe, du fait de faire attention, c'est quoi les grandes erreurs que la plupart des gens font, qu'ils ne devraient plus faire, et pensant bien faire finalement?
Grandes erreurs qu'ils pensent faire, mais enfin, ils font et pensent bien faire. Je ne saurais pas te dire. Moi, je pense que la première, enfin, vraiment, le premier truc que je vois, c'est les personnes qui font confiance en fait aux IA, qui font confiance à des mails qui ont l'air suspects. Voilà. Moi, c'est vrai que quand j'entends quelqu'un qui me dit, bah, tu sais, moi sur mon téléphone, vous savez, il y a des petits outils, là, j'en ai entendu parler, qu'on colle derrière le téléphone et qui permet d'enregistrer en fait vos conversations pour pouvoir en faire des mémos. Hmm. Moi, je pense que ça donnerait une crise d'angoisse à n'importe quel responsable de la cybersécurité. Claude, par exemple. Ouais, voilà. Et je me demande, c'est pas de celui-là dont on m'a parlé. Certainement. J'étais autour d'une table il y a 2 semaines de cela et c'est un petit truc, c'est un petit tube, c'est ça? Tout plat, ouais. Ouais, il le met sur la table, il fait, moi, c'est génial ce truc, il m'enregistre tout. Et je me suis dit, mais quelle catastrophe, parce que. Voilà. Pourquoi? Alors pourquoi justement? En fait, on enregistre des conversations. D'un côté, tu as ceux qui se disent, c'est génial. Moi, par exemple, je fais partie de ceux que je me dis, c'est génial. On enregistre, ça résume. Ça structure, ça peut même créer des process en automatique. J'en parle même à certains clients, tout en faisant attention, effectivement, en leur disant des choses de base par rapport à leurs données personnelles. Pour ceux qui nous écoutent, qui l'appliquent et qui l'utilisent, quelles sont les dispositions nécessaires à prendre pour quand même tirer profit de cette nouvelle technologie qui fait gagner un temps considérable? Tu vois, résumer un meeting, que ce soit en Zoom ou typiquement cette conversation, on aurait très bien pu mettre ça ici et permettre à tous les auditeurs du Déclic d'avoir un lien téléchargeable résumé de l'ensemble de notre échange pour ne pouvoir en tirer que la valeur nécessaire et l'appliquer. Dans ce cas-là, on voit une vraie valeur parce que ça fait gagner un temps considérable. Il n'y a pas de données extrêmement confidentielles entre toi et moi qui sont échangées ici. Mais effectivement, si on était dans un cadre professionnel privé confidentiel et que tu devais faire un audit de sécurité de mon entreprise, il y aurait peut-être des choses que j'aurais pas envie qui puissent fuiter. Donc, qu'est-ce que je devrais mettre en place pour faire en sorte de tirer profit de la technologie, mais en même temps, me sécuriser un minimum? Mais tu vois, tu as tout dit. Déjà, tu as dit quelque chose au début qui est, bah là, c'est pas confidentiel, de toute façon, ça va se retrouver, j'imagine, sur YouTube, donc c'est pas confidentiel. Et ça, c'est tout le mot. Maintenant, si je te pose la question inverse, bon, tu l'utilises pour tes rendez-vous, c'est ça? Ok. Donc ça te fait des petites notes Word, ok. Est-ce que si je te dis, là, maintenant, tu me prends tout, tes réunions, et tu me les placardes sur LinkedIn, tu les sors en post, en photo, en screen, est-ce que tu es confortable de sortir tout? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a des informations confidentielles. Bah voilà. Bah tu vois, tu as répondu à la question. Mais en fait, quand tu fais ça, c'est-à-dire que tu te retrouves dans le risque, la potentialité que ça fuite. C'est-à-dire que demain, cet outil, est-ce qu'il est sécurisé? Tu vois, par exemple, les experts en cybersécurité, moi, parce qu'on a fait pas mal d'émissions sur l'IA et la cyber, et ils me répètent souvent la même chose. C'est-à-dire que quand on a pensé l'IA, quand l'IA a été pensée, ou les outils, les différents, comme cet outil-là, il a été pensé pour être efficace. Donc, le premier truc qui a été fait derrière, c'est OK, il faut qu'on sorte un produit qui réponde à un problème, un produit qui soit facile d'utilisation, qui a un UX sympa, mais la sécurité, elle n'est jamais prise en compte, en fait. Donc, ce sont des outils dont tu n'as pas la certitude qu'ils sont infaillibles. Donc, peut-être que toi, ton système d'information est propre, peut-être que toi, ton ordinateur est protégé, tu as un antivirus, tu as tout, tu cliques sur rien. Mais en fait, ces informations-là, il suffit qu'elles soient stockées sur des serveurs ou qui ne t'appartiennent pas, qui sont celles de l'entreprise, hein, et qu'elles ne soient pas bien protégées, c'est elle qui va fuiter tes informations. Toi, tu n'y es pour rien. Tu as eu un comportement impeccable, mais c'est un peu l'histoire qu'on disait au début, la question du tiers. Toi, tu es impeccable, donc c'est l'entreprise du CAC 40, mais tu as un prestataire, parce que c'est un prestataire, hein, c'est quelqu'un qui travaille pour toi, c'est une société que tu payes, j'imagine, que tu as acheté l'outil, que sais-je, qui, elle, peut-être, n'a pas pris au sérieux la cybersécurité de son entreprise, qui, elle, va se retrouver dans une situation délicate, mais c'est les informations de ses clients comme toi qui vont fuiter. Donc, tu vois, donc c'est là où c'est très important de voir avec qui aussi on travaille. Tu as toute une question, en fait, de ce qu'on appelle les tierces personnes, la sécurité des tiers, c'est-à-dire que moi, c'est bien que ma sécurité soit, enfin, que je fasse attention à ma sécurité, il faut aussi que je fasse attention aux gens avec qui je travaille. Est-ce qu'ils sont aussi au point en termes de cybersécurité? Parce que si ça se trouve, le danger ne viendra pas de moi, il viendra d'eux. D'ailleurs. Exactement. Imaginons toujours dans cet exemple, soit moi, soit un entrepreneur qui nous écoute, il enregistre tous ces meetings, il y a toutes ces données, certaines sont confidentielles parce qu'il y a des éléments dont on a discuté avec des collaborateurs, des partenaires, etc. Et quelqu'un prend possession des données. Mince, c'est trop tard pour se protéger, mais on lui demande une rançon. Non. Non? Faut pas, on paye pas la rançon. Ok. Non. Comment on réagit? Parce que ça peut faire peur. Des histoires de ransomware, on en a entendu tellement. Il y a plein d'histoires qu'on a pu voir dans les médias, il y a plein d'histoires qu'on a pu voir même à la télé, dans des séries. C'est assez dingue et ça fait peur à beaucoup d'entreprises. Il y a même parfois malheureusement des cyberattaques sur des hôpitaux, etc., qui créent des situations extrêmement sensibles où il y a une pression. Alors, ça ne va peut-être pas toucher
tout le monde ou n'importe quelle petite entreprise, même si tu disais qu'il faut jamais, on n'est jamais à l'abri. Et tu as raison, même une fois, mon comptable avait été victime d'une cyberattaque, j'avais reçu un email de phishing. Heureusement, je n'étais pas allé au bout de la procédure, mais ça aurait pu effectivement toucher mon système ou celui peut-être de ses clients. Mais comment réagir si on est victime de ce genre de situation et qu'en fait, on ne s'est pas encore protégé, mais qu'on est déjà victime et que ça veut aller plus loin? Alors le mieux, effectivement, c'est pas d'attendre l'attaque. C'est-à-dire que normalement, dans une entreprise, tu prépares des choses un peu en avance. Parce que, comme je te le disais au départ, tu le sais que le risque zéro n'existe pas. Donc la question, c'est pas tant est-ce que tu vas avoir une cyberattaque que quand cette cyberattaque va arriver. En général, tu te prépares, c'est-à-dire que tu as d'un côté ce qu'on appelle le plan de gestion de crise, parce que tu rentres en gestion de crise à ce moment-là, et tu as de l'autre côté le plan de continuité d'activité, c'est-à-dire comment je maintiens X pourcentage de la continuité de mon activité pour m'assurer que je ne fasse pas faillite, en fait, le temps que je règle et que je gère justement la crise. Tout ça s'anticipe. Voilà, tout ça s'anticipe, et tu as des entreprises, tu as des prestataires, tu as des boîtes de conseil, donc c'est le métier en fait de vous préparer, de travailler avec vous et de mettre en place soit des exercices de gestion de crise pour vous y préparer, mettre en place un handbook de gestion de crise dans lequel tu vas avoir toutes les étapes à faire, qui appeler, quand les appeler, que faire, et puis après le plan de continuité d'activité qui se met en place. Donc c'est pour ça que la sensibilisation elle est très importante. C'est comment tu te prépares avant. Et c'est sûr que si demain, c'est un peu comme les exercices d'incendie. C'est pareil, si tu n'en as jamais fait et que tu te retrouves dans une maison avec de la fumée partout, tu paniques. Tu ne sais pas si tu passes par la fenêtre, par la porte, tu ne sais pas quoi faire. Tu dois rouler par terre comme on voit dans les films et puis ramper. Alors que si tu en as fait au moins 1 ou 2 ou 3 dans ta vie, tu as des premiers réflexes. C'est-à-dire que la peur, l'angoisse, et tu parlais justement de la peur et de l'angoisse, ne va pas prendre le dessus. Tu as un certain minimum de réflexes. Tu sais qu'il y a certaines étapes à suivre. Donc, c'est important, effectivement, de s'y préparer et donc aussi de se rapprocher d'experts parce que ça, ce n'est pas des choses qu'on fait seul. Vous avez des experts sur le terrain, des entreprises dont c'est le métier et la spécialité et chacun son métier. Et la cybersécurité, c'est un métier. Donc, il faut se rapprocher de ces entreprises-là. Et je voudrais revenir tout à l'heure parce que je n'ai pas tout à fait répondu à la question et je me mets à la place des personnes qui vont nous écouter et qui vont dire « attends, il y a des outils qui sont formidables, on ne va pas arrêter d'utiliser des outils ». Et je le comprends, et ils ont raison. Et donc tu me disais comment on fait pour continuer quand même à avoir des nouvelles technologies qui nous aident dans notre quotidien en tant que professionnel, entrepreneur ou que sais-je, sans se mettre en danger. Et vous allez avoir des choses qui vous permettent, notamment, moi j'ai discuté avec des entreprises qui nous ont dit, bon, nous, on n'a pas voulu permettre à nos employés d'utiliser ChatGPT, donc on a créé une sorte de ChatGPT interne, une IA qui nous permet en interne de leur donner les informations dont elles ont besoin sans utiliser une IA qui ne nous appartient pas. Donc il y a des façons de faire, effectivement, et puis la réalité c'est qu'il faut aussi travailler avec son temps. Donc je l'entends parfaitement que ChatGPT c'est un bel outil, et c'est pour ça que je disais différencier ce qu'on met dedans. Il ne faut pas l'utiliser comme un coffre-fort secret. On n'y met pas ces documents professionnels confidentiels. Mais par contre, on peut avoir des documents demain à 300 pages que vous avez envie de résumer. Oui, c'est un super outil, parce que c'est 300 pages qui sont, j'entends, pas de l'entreprise, des PDF qui sont publics, j'entends, et que vous avez envie de résumer. Donc, il faut bien et savoir l'utiliser. Il ne faut pas ne pas l'utiliser. C'est comme te dire aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est hyper mauvais pour la santé. Arrête tout. Non, ça ne marche pas. Le téléphone et les écrans, c'est pas bon pour la santé. On n'utilise plus. C'est pas vrai, ça n'existe pas. C'est pareil en fait. Aujourd'hui, on va arriver dans un univers, dans un monde où les IA, ça devient une grande part en fait de notre quotidien. On l'utilise pour beaucoup de choses. On ne peut pas du tout s'en détacher. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut apprendre à l'utiliser. Donc, pour le cas de ton objet là qui enregistre, peut-être que demain, tu as une réunion très confidentielle, ce jour-là, tu ne l'utiliseras pas. Et puis, tu as une autre réunion que tu sais n'est peut-être pas très confidentielle. Voilà, si demain elle se retrouve dehors, c'est pas grave. Donc, tu fais des choix. Voilà, tu fais des choix en connaissance de cause, en connaissance des risques. Complètement. Tu prends l'exemple de l'exercice du feu. Je trouve que c'est un bon exemple parce que, je sais pas moi, mais j'ai souvent été dans des immeubles et 9 fois sur 10, quand il y a l'alarme incendie pour un exercice, personne ne réagit. Il n'y a rien qui se passe. Les gens continuent à faire leur vie, ils descendent même pas, ils prennent pas la cage d'escalier, ils prennent l'ascenseur, ils restent à la salle de sport. Mais ouais, ils n'ont pas peur? Non, ils n'ont pas peur, que ce soit à Londres, en France, en Suisse, à Dubaï, enfin partout où je suis allé, c'est un peu à chaque fois ça. Alors effectivement, parfois c'est des exercices annoncés, parfois ça n'en est pas, où tu as toujours la personne qui dit c'est un exercice, ouais, c'est un exercice, ah ok, pas de souci. Et là, j'ai un peu l'impression que c'est pareil. Tu sais, la cybersécurité, tout le monde a l'impression et sait que c'est un vrai danger, que ça nous tourne autour, qu'il y a de vrais enjeux. On en parle. Tu n'es pas la première personne qui vient sur le déclic qui parle de cybersécurité parce que j'ai conscience de l'importance de la cyber. Mon associé avec qui je me suis lancé vient du monde de la cyber, donc je connais vraiment ce monde-là assez bien.
Donc j'ai conscience des enjeux. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Tu vois, le paysagiste, par exemple, qui met toute sa base client dans ChatGPT et qui se dit que c'est une super solution ou qui a un outil, un CRM dans lequel il a tout mis sans système de tout est fait avec son mot de passe qui est le même pour son compte de Carrefour, il n'y pense pas à tout ça. Et même s'il écoute cet épisode, son premier réflexe ne sera pas de se dire il faut absolument que je change mon mot de passe et que je mette Dashlane What Password et que je fasse attention avec ChatGPT, mais plutôt à se dire où est-ce que je vais chercher mon prochain client. Bon, c'était cool l'épisode, mais en fait, je dois faire les courses et chercher mes enfants à l'école. Pourquoi, selon toi, vu que c'est ton quotidien et que tu côtoies des gens constamment, tu as fait aussi plein de parutions, etc. sur ces sujets, les gens continuent à ne pas être suffisamment sensibilisés à ça et restent presque insensibles malgré l'importance du danger. Parce que tu le dis très bien, demain, s'il y a une vraie cyberattaque sur ta boîte, qu'elle fasse 100 000, 200 000, 500 000, 1 million de chiffre d'affaires, je parle volontairement de petits résultats en termes de chiffre d'affaires annuel, mais c'est les résultats de la majorité des entreprises en France en réalité, tu es comme paralysé. Tu ne peux plus rien faire. Tu peux même tout perdre. Et les gens ne se rendent pas compte. Pourquoi ? C'est une très bonne question. Je veux dire, moi, ma conviction profonde. Déjà, par définition, un risque, c'est un truc potentiel. Probabilité dans le futur. Très compliqué de dire à quelqu'un, mets de l'argent sur quelque chose, peut-être ça ne va pas se produire. Peut-être ça va se produire. Tu vois. Et déjà, là, on a une première barrière du gars qui va dire, attends, moi, je préfère mettre cet argent sur un sales. Alors, moi, le sales, il va me ramener des clients. C'est un investissement. Je vais mettre ça sur X nouveaux postes de PC pour mes collaborateurs. Ils vont travailler beaucoup plus vite. Là, je vois une rentabilité immédiate. Je vois comment mon business va croître parce que j'ai investi de l'argent. Tu es en train de me dire de mettre de l'argent sur un truc qui va peut-être m'arriver et peut-être ça ne va pas m'arriver. Donc, je comprends effectivement qu'on puisse avoir ce premier réflexe qui est de se dire « Ah, je ne suis pas concerné ». Ça, c'est la première chose. Pourquoi ? Moi, je pense que ça vient du fait, justement, qu'on n'en parle pas assez tôt. Et moi, j'ai beaucoup, justement, discuté de la cybersécurité comme introduit en tant que matière dès le collège, parce que je pense qu'on a besoin, en fait, de commencer, en fait, à rendre ce sujet abordable et accessible par tous. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, quand t'en parles à un âge où tu n'as jamais entendu parler de ça, tu as vu ça que à travers les films, donc l'image que tu as de ce secteur, c'est que ce que t'en renvoie Hollywood, et tu n'es jamais concerné, en fait. Voilà, tu ne te sens pas concerné. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait une sensibilisation qui commence dès le plus jeune âge, pour deux raisons. Déjà, ça va nous permettre, que tout le monde en prenne conscience. Tu vois, par exemple, la route, on a tous compris. Ce qui se passe si tu mets pas ta ceinture, si tu prends pas. Il y a eu tellement de pubs qui ont été faits même par le gouvernement, c'est-à-dire que ça a été pris en charge comme un service public, de faire de la sensibilisation sur le code de la route. Tu as ça, donc forcément, ça a permis aux gens en fait de comprendre les risques. Moi, je pense qu'il faut qu'on commence à introduire des cours de cybersécurité dès le collège. Alors, je dis pas qu'il faut que ce soit une matière comme les maths, mais je pense que des petites notions de sensibilisation vont permettre en fait aux gens de pouvoir grandir dans un écosystème où déjà le risque est appréhendé, compris. Donc c'est-à-dire que tu sois entrepreneur ou pas entrepreneur, déjà tu sais que c'est un risque qui existe. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai que la plupart des personnes se posent pas cette question-là. Donc ça, c'est pour moi, ça va permettre effectivement de sensibiliser et aussi d'attirer du talent, parce que ça, on pourra en parler peut-être plus tard, mais il y a un vrai problème en fait dans l'écosystème de la cybersécurité. Je le disais un peu au début, c'est qu'on a beaucoup d'offres et pas assez de talent. Et encore aujourd'hui ? Ah, mais encore aujourd'hui, mais bien sûr. Et ça, c'est un vrai problème. Et moi, pour moi, je mélange ça avec le fait qu'on ne prenne pas conscience en fait de ce secteur dès le plus jeune âge. En fait, quand tu es à l'école, tu sais ce que tu veux faire. C'est un grand mot. Tu as une idée. Tu veux faire médecin, pompier, policier, avocat. Tu remarqueras que c'est que des métiers qui sont clairs, transparents, connus. Tu le vois à la télé, tu sais ce que c'est. Par contre, jamais un enfant de 10 ans dire j'ai envie de faire ingénieur en cybersécurité. Il ne sait pas ce que c'est en fait. C'est des métiers qui sont très opaques en fait. Et donc, pour moi, il faut absolument effectivement sensibiliser, que ça devienne une matière, que ça devienne un phénomène de société en fait. Parce que c'est un enjeu de société, c'est un risque de société. Ça va permettre d'une part en fait d'avoir une prise de conscience claire. Aujourd'hui, on a compris les dangers de l'alcool, on a compris les dangers de ne pas mettre sa ceinture. Il y a des choses qui sont claires chez nous. L'utilisation et la sécurité numérique devraient aussi l'être. Parce qu'aujourd'hui, l'âge moyen... Voilà, et surtout que l'âge moyen d'accès au téléphone, c'est 9 ans et demi. 9 ans et demi. Oui, c'est fou. Je trouve ça fou. J'ai eu mon premier téléphone, j'avais 15 ans. C'est fou. Vraiment, je trouve ça dingue. Et en fait, on donne... Ah oui, l'âge moyen. Du premier téléphone, c'est 9 ans et demi. J'avais vu cette statistique parce que justement, tu as aussi les problèmes de harcèlement dans l'espace numérique.
Mais on donne des outils à des enfants qui ne comprennent pas en fait les enjeux. Tu as des enfants qui ont des comptes Instagram avec des photos d'eux. Alors, on en parlait tout à l'heure, des utilisations des deepfakes. Alors, quelque chose d'horrible, mais il y a des parents qui mettent des photos d'enfants qui se retrouvent sur des sites pédopornographiques. Donc, c'est quand même catastrophique. Donc voilà, on est en train d'utiliser des outils qu'on trouve super, c'est sympa, ça nous aide, mais sans avoir en fait une hygiène numérique, une compréhension des risques. Que ce soit pour une entreprise, parce que tu me posais la question pourquoi investir dans la cybersécurité, que ce soit d'un point de vue individuel. Je viens de donner quand même un exemple de famille qui pourrait mettre potentiellement en danger des enfants parce qu'ils vont se retrouver sur des sites pédopornographiques. Je t'ai donné l'exemple des élèves qui se retrouvent quand même. Il y a 2 ans, tu avais eu une jeune fille qui s'était quand même suicidée suite à du cyberharcèlement. Je pense qu'aujourd'hui, on est au point où on est capable d'avoir des catégories de risques par catégorie de personnes où on peut se dire naturellement, il est peut-être temps de commencer à en faire une matière, en fait. Clairement, ça touche beaucoup trop de gens, en fait. Et donc, pour revenir sur le cas de l'entreprise, pourquoi elle ne prend pas conscience? Parce qu'elle n'a pas encore été attaquée. Voilà. Parce que tu demandes ça à une entreprise qui a eu une cyberattaque et qui a soit perdu son entreprise, soit failli la perdre, elle ne refait pas l'erreur une deuxième fois. Elle ne refait pas la même erreur 2 fois. Donc malheureusement, on n'en prend conscience que quand on subit l'attaque, mais parfois il est déjà trop tard. Il y a une statistique qui tourne, alors je la donne avec beaucoup de pincettes parce qu'il y a tout un débat autour de cette statistique. 50% des TPE-PME qui ont subi une cyberattaque et qui n'a pas, avérée, qui a réussi, font faillite dans les 6 mois qui suivent. Pourquoi je la touche avec des pincettes? C'est parce que d'une part, vous avez des personnes qui vous disent c'est vrai qu'on n'a pas de stats fiables pour pouvoir dire 50%. Parce que très souvent, quand tu as une cyberattaque, tu n'as peut-être pas très envie d'en parler. Voilà. Souvent, on n'en parle pas, d'ailleurs. Voilà, il y a toujours une question de honte. On est victime. Même au plus haut niveau. Hein. Ah, mais complètement. On est victime, mais on se sent honteux parce que c'est les données de nos clients, c'est nos données à nous, ça montre peut-être un manque de diligence sur certaines choses, alors que pour la réalité, comme je le disais, c'est que le risque zéro n'existe pas. Mais voilà, tout ça pour dire, pour répondre à ta question, bon, j'ai fait un peu de digression, mais pour répondre à ta question qui est de dire, malheureusement, aujourd'hui, on se rend compte, c'est les entreprises qui ont une cyberattaque qui en prennent conscience. Certaines ont conscience parce qu'elles en ont conscience, mais la réalité, c'est que tant que tu ne l'as pas vécu, ça reste un risque un petit peu futur, potentiel, probable, pas tangible. Tu parles d'hygiène numérique. C'est quoi l'hygiène numérique? Alors l'hygiène numérique, ça va être vraiment la compréhension des risques qu'on peut avoir sur l'espace numérique. L'hygiène numérique, c'est savoir, par exemple... Être lucide, en fait, sur les risques. On parlait tout à l'heure des risques de cybersécurité, d'attaque, donc comme les mails de phishing ou autres. Mais en fait, le simple fait d'avoir un compte Instagram, notre présence numérique, tu vois, ce qu'on appelle l'identité numérique. Tu as ce qu'on appelle l'OSINT. L'OSINT, je ne sais pas si tu connais un petit peu, grosso modo, on va récupérer un ensemble d'informations qui existent sur les réseaux sociaux ou sur Internet, et ça va me permettre, moi, d'avoir une fiche plutôt claire de qui tu es, donc Alec. Je vais aller regarder qui est ta femme, voilà, est-ce que tu as un chien, quelle est ta ville, je vais voir des photos avec des amis, peut-être, je vais aller regarder ce que ces amis font. Et en fait, ça va me donner un ensemble d'informations sur toi qui, si demain j'ai envie de t'arnaquer, de t'appeler, en fait, je vais donner assez d'informations pour que tu te sentes à l'aise, pour que tu te sentes confortable. Et j'avais vu c'était des étudiants à Harvard, j'avais vu une vidéo que je trouvais folle. C'est des étudiants à Harvard qui montraient, en fait, tu sais, comme les Google Glass. Et en fait, ils ont réussi à plugger ces Google Glass, grosso modo, sur des réseaux sociaux, donc sur Internet et sur des réseaux sociaux. Et l'idée, c'est qu'ils se baladaient et en fait, ils regardaient la personne et ils pouvaient récupérer en fait son Facebook. Ils regardaient son Facebook, son nom, son prénom, son machin, son LinkedIn, etc. Et donc, au bout d'un moment, il va dans un métro, il fait la même chose avec un monsieur, et il s'approche de lui et il lui dit, c'était en anglais, il lui fait « Oui, Georges, c'est toi ?» Donc le gars, il s'appelle vraiment Georges, il le regarde, il lui fait « Oui, mais on s'est vu à la conférence là il y a 2 mois, parce qu'en fait, sur LinkedIn, il avait posté une photo de lui dans une conférence. » Mais tu te souviens pas, on avait discuté. Et qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Qu'est-ce que tu fais? Ah bah ouais, non, je me souviens pas, mais ouais, ça me revient et tout. Voilà. Ouais. Et donc le monsieur qui lui répond, ah mais oui, pardon, oui. Et il commence à discuter avec lui. Donc tu vois comment tu peux mettre en confiance quelqu'un à partir du moment où tu mets juste 2-3 bonnes informations, mais 2-3 bonnes informations qui sont disponibles très facilement sur Internet. C'est franchement, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, au début de l'interview, je te disais, c'est pas tant des attaques particulièrement sophistiquées, c'est les plus simples parfois qui marchent et ne demandent pas un effort dingue. Et donc effectivement, cette question de l'identité numérique, de nous, notre identité numérique, de ce qu'on laisse, des traces qu'on laisse sur Internet, il faut avoir conscience de ce qu'on est capable de faire avec. Alors, moi, j'en ai beaucoup, tu vois, typiquement, tu as beaucoup de vidéos, d'interviews, de photos de moi ou de posts, peuvent très facilement retracer ma vie, où je suis née, etc. Donc, mais j'en ai conscience. C'est-à-dire que je sais que si demain quelqu'un vient avec ce type d'informations, bon, je vais pas tomber dans le panneau. En tout cas, je me poserai la question, je me dirais, bon, c'est pas des infos si compliquées à trouver. Hein.
Ouais, je pense que c'est bien qu'on évoque ce sujet, parce que là, on parle clairement d'ingénierie sociale. Oui. Donc, le fait de réussir à remonter un peu la pelote de laine jusqu'à trouver quelque chose ou quelques points qui vont pouvoir créer un contact. On y reviendra sur tous ces sujets, mais on s'est arrêté un peu à ton parcours. Donc, aujourd'hui, concrètement, ça fait 5 ans que tu développes ton écosystème, les différents médias, les différents réseaux dans lesquels tu véhicules de plus en plus d'informations à l'égard de la cybersécurité pour sensibiliser. Mais tout ça, finalement, pourquoi tu le fais? C'est quoi ta mission? C'est quoi ta vision à 3 ans, à 5 ans? Tu évoques le fait qu'il y a un vrai déficit de prévention, d'information dans le système actuel. Tu parles en opposition, par exemple, à tout ce qui a été mis en place pour la prévention routière. La prévention cyber, ce n'est pas forcément aujourd'hui aussi visible que la prévention routière pour ça. Est-ce que finalement, ta volonté, ce n'est pas d'essayer de compenser la chose et d'essayer avec les armes que nous offrent aujourd'hui les réseaux sociaux, de partager une bonne parole et puis d'aider un maximum ceux qui en ont besoin? Alors, il faut faire attention, parce que c'est vrai que dans l'écosystème de la cybersécurité, il y a beaucoup de sensibilisation qui est faite. Je parlais tout à l'heure de l'ANSSI. L'ANSSI fait un incroyable travail de sensibilisation, met à disposition gratuitement beaucoup de contenu. On a cybermalveillance.gouv, pareil, qui fait un travail formidable de sensibilisation. Donc vous avez quand même beaucoup d'acteurs dans la cyber qui mettent en place justement du contenu qui permettent à tout le monde en fait, de comprendre toutes les questions que tu m'as posées. Tu vois, c'est des réponses qu'on peut retrouver chez eux. Donc, j'aurais pas la prétention de dire qu'il y a un déficit tel que j'ai besoin de communiquer dessus. Je prendrais le problème autrement. Je dirais plutôt que j'estime qu'en tant que chef d'entreprise aujourd'hui, quel que soit le secteur, c'est-à-dire moi je représentais mon secteur, je suis en cybersécurité, mais quel que soit le secteur, il y a aussi un travail de communication. Je pense qu'aujourd'hui on a besoin de communiquer, de donner notre avis, parce que finalement, qu'est-ce que c'est qu'être entrepreneur? C'est créer une société. Une société, c'est quoi? C'est répondre à un problème. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en tant qu'entrepreneur, on s'est tous mis sur une question qu'on a creusée. On s'est dit, bon, comment je peux régler le problème de quelqu'un et me faire payer pour répondre à ce problème, en fait? C'est ça, être entrepreneur ou chef d'entreprise. Donc, à un moment donné, on a pris un sujet qu'on a creusé dans tous les sens. Et du coup, je trouve que communiquer, c'est une bonne chose, parce qu'on a des opinions qui valent le coup d'être entendues, qu'on a des manières d'analyser, des visions. Et je pense que c'est bien de communiquer et de partager, parce que ça va permettre en fait d'échanger. Parfois, on dit des choses, tout le monde n'est pas d'accord. Moi, je communique effectivement beaucoup. Certains sont d'accord avec moi, parfois ils ne le sont pas. Mais c'est de créer des conversations. Et je pense qu'en tant que chef d'entreprise, aujourd'hui, il faut aussi prendre la parole et partager un petit peu, redonner à la communauté ce que nous, les réflexions qu'on a eues de notre côté dans la construction de nos différents business, en fait. Donc, le but, c'est communiquer? Voilà, le but, ça va être de communiquer, de créer de la conversation et puis de partager nos opinions. On a passé du temps aussi à creuser des questions. Partageons le résultat ou le fruit de ces questions et puis on les met en confrontation avec l'opinion des gens. Parce qu'après, vous avez des commentaires. Comme je disais, certains sont d'accord, d'autres ne le sont pas. Et puis après, moi, je trouve que c'est toujours important pour un chef d'entreprise de communiquer parce qu'il va représenter son entreprise. Donc, c'est aussi du marketing et de la communication. Ça permet d'asseoir donner de la crédibilité. Moi, je suis sur un média en cybersécurité, donc donner mon opinion et décrypter en fait l'actualité, ça donne aussi de la crédibilité au travail de tout un groupe. Je ne suis pas toute seule, j'ai mes équipes qui travaillent effectivement sur le média, sur l'événement. Et donc, moi, je joue aussi le rôle un peu de porte-parole de ce média. C'est quoi aujourd'hui ton modèle économique? Alors nous, on est sur un modèle très transparent de partenariat, en fait, de sponsoring, c'est-à-dire que vous allez avoir des partenaires qui vont sponsoriser des événements dans lesquels ils vont être mis en valeur, rencontrer de potentiels clients, faire du networking. Donc nous, on est vraiment sur un modèle de partenariat très simple. Donc typiquement, je suis un antivirus, voilà. Je collabore avec toi. C'est ça. Et je suis présent sur un de tes événements. Le but, c'est de mettre à disposition ma solution et toi de faire de l'éducation. Donc, j'adresse des clients potentiels. Exactement, voilà. Et donc d'être dans une salle avec des potentielles personnes qui sont intéressées justement par ces solutions-là et donc de les mettre autour d'une table pour qu'ils puissent échanger et discuter. Et il y a un autre point, tu l'évoquais très justement, c'est que beaucoup pensent que la cybersécurité, c'est juste de la tech. Tu as parlé de juridique, tu as parlé d'autres éléments. Pour ceux qui, comme toi, pensent qu'à la base, c'est juste de la tech, la cybersécurité, jusqu'où ça va au quotidien? Parce qu'on imagine juste une attaque, des lignes de code, comme à la télé finalement. Mais en réalité, il y a tellement de choses, notamment aussi aujourd'hui grâce ou à cause de l'IA. C'est quoi aujourd'hui la cyber? Alors, la cyber, oui, ça a surtout des risques et des impacts qui sont transverses. Réputationnels, par exemple. Ouais. Quand vous voyez une cyberattaque, vous pouvez potentiellement perdre des clients. Vous avez c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, toute une dimension d'image en fait et de crédibilité. Donc en fait, les risques sont réputationnels. La première chose, c'est pas de se poser la question de si son système d'information,
marche aussi. Si ton système d'information ne fonctionne pas, ça c'est une vraie question. Après, tu te poses la question de comment récupérer la crédibilité que tu as auprès de tes clients. Donc même quand la cyberattaque elle est passée, c'est-à-dire que tu as remis en état toute la partie technique qui a été gérée par des experts techniques, tu vas avoir quand même tout un ensemble de responsables de communication de crise et de marketing qui vont devoir réhabiliter finalement l'image de l'entreprise. Et quand tu as des entreprises qui sont cotées, tu le vois instantanément, une baisse sur les marchés boursiers. C'est direct. Il y a eu le cas notamment de Coinbase. Là, c'était, je crois, ils ont eu une attaque le 11 mai, ça a été communiqué le 15 mai. Et en fait, moi, j'avais fait un screen ce jour-là sur les marchés boursiers. Ça a fait vraiment une bonne chute rouge. Donc voilà, donc typiquement, ça a un impact réputationnel. Ça a des impacts aussi géopolitiques. En fait, aujourd'hui, les terrains de guerre entre les États se font également dans l'espace numérique, en fait. Donc aujourd'hui, on se fait la guerre dans un espace numérique. Et très récemment, justement, tu as eu APT28, donc qui des attaques, des cyberattaques qui ont été attribuées pour la première fois par la France, attribuées par la France comme étant des attaques russes. Vous voyez, donc on a bien aussi toute une dimension géopolitique. Donc tu as des ennemis dans le monde et tu peux avoir en fait ces mêmes mouvances que tu retrouves dans l'espace numérique, ce qu'on appelle la cyberguerre. Imaginons, je suis toujours ce chef d'entreprise là qui subit une attaque. Tu parlais du fait qu'on n'ose pas en parler. C'est quoi la bonne stratégie? Est-ce que c'est d'oser en parler, être transparent avec ses clients? Est-ce que c'est de nier en bloc et de ne même pas essayer de régler le problème et puis espérer que ça va se débloquer? Est-ce que c'est de tout de suite contacter un professionnel pour déjà résoudre la problématique et puis ensuite voir comment est-ce qu'on communique? Est-ce qu'il y a autre chose? J'imagine que c'est une question qu'on t'a posée souvent, ou en tout cas à laquelle tu as souvent été confronté. Qu'est-ce que tu partagerais comme conseil à ceux qui nous écoutent? Alors, ne jamais nier. Évidemment, ne jamais nier, parce qu'en fait, vous n'allez pas le cacher très très longtemps, et quand ça sortira, vous aurez quand même la casquette de la personne qui a essayé de flouer ses clients. Donc le public, les consommateurs, ça passe pas, c'est impardonnable. Et puis surtout, vous avez un devoir de transparence vis-à-vis des personnes qui vous ont fait confiance pour vous acheter des prestations, des services, des outils, que sais-je. Donc évidemment, ne jamais nier. Maintenant, il est vrai que cette question de la communication, elle est un petit peu sensible. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas communiquer dès qu'on voit qu'il y a un problème. Parce que dans un premier temps, on ne sait pas quel est le problème. On identifie qu'il y a quelque chose, et là, vous avez des équipes spécialisées dans ça qui vont devoir enquêter pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Est-ce que quelqu'un a infiltré le système? Est-ce que c'est une fuite de données? Est-ce que juste on a bloqué? Enfin, vraiment de comprendre l'étendue, j'ai envie de vous dire, des dommages pour pouvoir communiquer. Parce que le pire qui puisse être, c'est de communiquer sur quelque chose, par exemple, de plus grave que ce que vous allez découvrir 2 jours plus tard. Et on le sait très bien, une fois que vous sortez quelque chose dans les médias, que ça sort dans l'espace public, en fait, c'est très compliqué de revenir en arrière et de dire aux gens, en fait, non, vous inquiétez pas, c'est moins grave que ce qu'on a pensé. Donc c'est là où c'est un petit peu sensible, c'est-à-dire de, oui, communiquer, et vous avez des experts de gestion de communication de crise. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est tout. Vous avez des métiers différents. Vous avez des gens dont c'est le métier et qui, eux, vont pouvoir vous accompagner pour vous dire, OK, dans un premier temps, on communique sur ça, de cette façon-là, avec parcimonie ou pas, sur ces éléments-là, parce qu'on est capable aujourd'hui de les back-up, parce qu'on a des informations et qu'on peut le faire. Donc ça, c'est déjà vis-à-vis de son public, c'est-à-dire donner des informations, mais pas trop d'informations, parce qu'on ne sait pas encore où on en est. Là, il y a un temps quand même d'enquête à avoir. C'est la première chose. La deuxième chose, on ne peut pas toujours tout donner en termes d'informations, dans la mesure où les hackers, ils lisent aussi les médias. Donc si on se met à leur dire, on sait très bien où ils sont à ce moment-là, et ils ont récupéré ce jeu, aussi, ils vont pouvoir améliorer en fait leur procédure. Donc forcément, c'est un conflit. On est au milieu d'un conflit. On ne peut pas donner des billes en fait à l'attaquant. Donc on ne peut pas communiquer sur l'état actuel. Donc c'est pour ça que c'est des choses qui se préparent en général en amont. Donc il y a pareil, des guidelines en général de si on est dans cette situation-là, voilà comment on communique, voilà qui on communique, voilà pourquoi on communique. Et puis après, il y a le jour J. En fonction de la situation, il y a des assessments qui se font et vous avez différents experts autour de la table qui vont décider ensemble de la bonne communication à avoir. Maintenant, ne pas communiquer et faire les morts, ça c'est moi pour avoir franchement communiqué sur beaucoup de cyberattaques, c'est pas la bonne démarche à avoir parce que la réalité c'est que vous avez des lanceurs d'alerte. Vous avez des gens qui sont sur le dark web et qui sont en mesure de dire moi j'ai vu ça sur le dark web, j'ai vu ces éléments être échangés, donc oui il y a eu une fuite et il y a eu ça et ça et ça et ça. Et donc quand vous en tant qu'entreprise vous communiquez publiquement pour dire alors oui il y a eu une fuite de données mais je vous assure vos IBAN ne sont pas sortis et que vous avez un hacker ou un lanceur d'alerte, c'est parce qu'en plus c'était Free qui avait dit non les IBAN ne sont pas sortis, vous inquiétez pas tout va bien. Et là alors là c'est Topo, c'est le hacker lui-même qui a communiqué pour dire alors là pas du tout et voici des exemples.
les IBAN sont bien sortis. Donc tu vois, là, c'est quand même compliqué. Tu as les hackers qui peuvent très bien décider de te outer, ou alors tu as même des lanceurs d'alerte. Tu as des gens qui sont présents sur le dark web, comme Saks par exemple, et qui vont vous dire moi j'ai vu ça passer. Vous passez pour un menteur. Donc communiquer, oui, avec parcimonie et intelligence, parce qu'on ne peut pas tout faire, ne pas nier. Tu viens d'évoquer le dark web, justement, j'allais t'en parler. Le dark web, alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi? Ça existe vraiment? C'est que dans les films? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Alors, moi, je ne pourrais pas te dire, je dois t'avouer, je ne vais pas te dire plus, parce que j'y suis jamais allée, c'est pas du tout, encore une fois, je ne suis pas technique, mais le dark web, voilà, ça va être une sorte d'internet alternative où tu vas avoir beaucoup de choses qui se font de façon illégale. Je comprends quand même qu'il y a, c'est là où on va vendre les données qui fuitent, justement. Il y a des ventes d'armes, il y a beaucoup de criminalité dessus. C'est pas encadré, mais moi, je dois avouer, je ne suis jamais allée, donc je pourrais pas te donner plus d'informations. Tu parles de cybersécurité. Avec ces éléments, il y a aussi le cyberharcèlement. C'est pas forcément la même chose, mais c'est peut-être dans la même case, parce que quand tu commences à communiquer sur les réseaux, tu as naturellement des gens qui t'apprécient. Tu en as aussi d'autres qui t'aiment beaucoup moins, voire qui te détestent. Et souvent, notamment les hackers, les assaillants, parce que quand il y a victime, il y a assaillant dans le même lot, en tout cas, ça va de pair. Les gens pensent qu'avec Internet, vu qu'il n'y a pas de frontières, vu qu'en plus on est derrière un écran, on est juste derrière une IP, personne ne peut nous retrouver. Concrètement, est-ce qu'on peut espérer un jour retrouver la personne qui nous a hacké ou qui nous a insulté, ou est-ce qu'on peut entreprendre des démarches juridiques si quelqu'un venait à nous flouer, ne serait-ce que d'un point de vue réputationnel? Alors effectivement, tous les experts vous diront c'est possible de retrouver, il y a des enquêtes justement pour retracer et retrouver potentiellement les hackers. Est-ce que c'est toujours concluant? Non, pas nécessairement, parce que c'est aussi des personnes qui savent cacher leurs traces. Donc tout va dépendre aussi de la compétence et de la capacité de ce hacker-là à se cacher en fait. Quand il fait une attaque ou du harcèlement ou que sais-je. Vous avez les deux cas. C'est pas impossible de retrouver effectivement des hackers, mais c'est très compliqué. C'est pas simple. Et typiquement, si c'est pas des hackers, mais c'est quelqu'un qui va critiquer, casser du sucre, voire même être un concurrent et qui va volontairement venir à faire de la diffamation, caché derrière son écran, juste avec son IP, est-ce qu'on risque quelque chose, ou parce qu'on a un pseudo anonyme sur YouTube ou un forum, on risque rien et on peut tout faire sur Internet? Alors, on ne peut pas tout faire sur Internet, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'on est capable de retracer et de retrouver la personne? De tous les créateurs de contenu que je connais et ou même que je ne connais pas, qu'on voit parfois communiquer sur les réseaux sociaux et qui vous parlent de leurs histoires, ils vous parlent d'histoires quand même assez denses de cyberharcèlement, même s'ils mettent les moyens, ils ne retrouvent pas toujours dans le flou de centaines et de milliers de personnes, voilà, des IP, des noms anonymes, c'est très compliqué de retrouver des gens. Et c'est pour ça que moi, je communique plus, typiquement, on va prendre mon exemple, je communique plus sur LinkedIn que je trouve plus sain. Pourquoi? Parce que forcément, c'est nominatif en fait. Il n'y a pas d'anonymité réelle sur LinkedIn. Alors parfois, vous avez des comptes qui sont créés, des faux comptes, mais la réalité, c'est que la plupart des personnes en fait sont quand même rattachées à une entreprise, vous avez un nom, un prénom. Ce n'est pas le cas de Twitter. Où on le voit, c'est la sauvagerie la plus totale, Twitter. Vraiment, faut avoir le cœur solide pour y aller, mais c'est cette anonymité en fait qui crée cette situation-là. Donc, on peut retrouver des personnes, c'est très compliqué, c'est pas facile, il faut y mettre du temps et des moyens. Et en réalité, la plupart des gens ne veulent pas particulièrement y mettre du temps et des moyens. Ils bloquent juste une personne. Mais c'est vrai que c'est difficile, je dirais. Tu penses que c'est voué à changer à terme? Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, où il y a des initiatives peut-être de gouvernement ou directement de réseaux sociaux pour éviter cet abus? Je pense que sur les réseaux sociaux, oui. Typiquement, après, je ne sais pas si c'est la volonté de LinkedIn derrière, mais il y a, je crois, 6 ou 7 mois ou même 1 an de cela, LinkedIn est passé d'un modèle où on pouvait s'inscrire tout seul à on doit faire vérifier en fait notre identité avec notre pièce d'identité, notre passeport ou que sais-je. Et ça s'est fait petit à petit, ça s'est développé sur plein de pays, puis la France a été prise en charge dedans. Et je pense qu'il y a une volonté effectivement, et ça ne m'étonne pas de la part de LinkedIn, parce que ça reste un réseau social de professionnels, donc forcément il y a peut-être une volonté de cadrer les communications et ils ne veulent pas en fait rentrer dans le modèle de Twitter ou les modèles qu'on peut retrouver sur d'autres plateformes. Donc cette volonté d'enlever cet anonymat pour responsabiliser les gens. Parce que tu le disais très bien, à partir du moment où tu as un pseudonyme, les gens se lâchent et disent des choses en fait qu'ils ne le diraient jamais s'ils avaient leur photo, leur nom et leur prénom. Donc je pense que certaines plateformes, et LinkedIn pour moi est un exemple sur ça, a cette volonté de limiter justement cette sauvagerie dans le comportement de certaines personnes en enlevant l'anonymat, et effectivement, quand tu enlèves l'anonymat, tout de suite, tu limites en fait le taux de haters, si on peut appeler ça comme ça, sur les réseaux sociaux.
Moi, je suis pas très, j'évite justement Twitter à cause de ça. Je trouve que c'est vraiment l'Eldorado, quoi. Tu évoques justement le fait de vérifier son identité sur LinkedIn, par exemple. Finalement, c'est une sorte de KYC. Hein. Tu as un système de vérification où on va te faire une photo de ton passeport, un selfie ou des choses comme ça. Est-ce que dans ce cas-là aussi, on doit faire attention de là où on va faire un KYC, là où on va partager typiquement un document d'identité, où en général, dans 90% des cas, il n'y a pas forcément de problème. Parce que je te donne un exemple très concret. Imaginons que l'entreprise qui me demande de faire un KYC est légitime. C'est bel et bien cette entreprise. Ça peut être une banque, ça peut être une société une grande société de location de véhicules. On va me demander mon passeport, mais on va me demander par exemple sur WhatsApp une photo, sans forcément passer par un système sécurisé de données. Comment réagir face à ça? D'un côté, j'ai envie de louer ce véhicule, mais de l'autre, peut-être que je me dis, attention, ce numéro, qui y a derrière? Est-ce que le système peut être compromis? Est-ce que son ordinateur est bien sécurisé? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mon passeport s'il sort complètement du cycle et que ces gens-là ont leurs données qui partent dans un cloud, je ne sais où? Comment réagir? Parce que finalement, la surprotection, la volonté de se surprotéger, est-ce que ce n'est pas aussi un frein au fait juste d'évoluer et d'avancer? Bah, tu vois, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux IA, le fait d'intégrer ou pas de la sécurité dès le départ. C'est ce que tu viens de dire, c'est est-ce que le fait d'avoir des processus de sécurité ne vont pas créer de la lenteur, ne vont pas rendre compliqué l'utilisation d'outils ou autres? Ah, oui, je dirais au départ, oui. Mais c'est là où en fait l'entreprise qui a demandé le passeport par WhatsApp, ou Instagram, je ne sais plus l'exemple que tu avais donné, c'est son processus à elle qui est problématique. Normalement, elle devrait avoir un processus beaucoup plus légitime, parce que c'est vrai que moi, tu me demanderais une photo de mon passeport par WhatsApp ou je te répondrais non, personnellement. Après, je sais que parfois, on n'a pas le choix, on te tord le bras et tu te retrouves à le donner parce que tu as besoin d'avoir une voiture ou que sais-je. LinkedIn nous a tous tordu le bras. Hein. Moi, j'ai tenu autant que j'ai pu pour ne pas y mettre ma pièce d'identité jusqu'au moment où j'ai été obligée effectivement de la mettre. Hein. On n'arrêtait pas de m'imposer ça. Donc je dirais que là, c'est plutôt aux entreprises aussi de créer en fait de la sécurité, parce que si demain il y a une fuite de données de la part de cette entreprise-là, parce qu'elle n'a pas sécurisé ses canaux de communication et que tu as tous les passeports de toutes les personnes qui ont à un moment ou un autre voulu justement prendre une voiture, on revient un peu à la problématique de la réputation au départ. Ça peut être la fin en fait d'une entreprise comme celle-là. Tu veux plus passer par une entreprise comme celle-ci. Donc toi, tu te la poses comme question en tant que consommateur et elle est légitime. Mais moi, je pense qu'il y a aussi un problème du côté de l'entreprise où elle doit mettre en place des processus un peu plus sécurisés et qui puissent garantir en fait la confidentialité des données qui sont partagées entre le client et la société. Ça fait maintenant 5 ans que tu es sur les réseaux. Ta voix compte au travers de tout cet écosystème cyber. Tu dis que les réseaux ont pris le pouvoir. Quand tu dis ça, c'est quoi prendre le pouvoir? Les réseaux ont pris le pouvoir. Je ne dirais pas qu'ils ont pris le pouvoir, c'est plutôt tant qu'aujourd'hui on a permis, et je vais utiliser le terme nobody, littéralement, de pouvoir en fait avoir une opinion. Avant, pour pouvoir... Donner la parole à n'importe qui veut bien la prendre. C'est ça. Et je trouve que... Alors, on peut l'avoir de deux manières. D'un côté, ça a donné la possibilité à plein de gens de parler. Parfois, ce n'est pas forcément des choses très intéressantes ou très appropriées. Mais d'autre côté, ça a permis effectivement à des gens qui ont des opinions intéressantes, des réflexions intéressantes d'être partagées. Et c'est vrai qu'au départ, initialement, pour avoir de la voix et communiquer, il fallait qu'un média te donne la parole, qu'un journal te permette d'écrire un édito, qu'une chaîne de télé permette de t'inviter. Donc en fait, on te donne un espace pour pouvoir partager une réflexion. Aujourd'hui, tout le monde peut partager sa réflexion. Certaines sont très très intéressantes par rapport à d'autres, mais ça permet effectivement de reprendre un peu le pouvoir du narratif. Et j'ai vu un post il n'y a pas longtemps d'un entrepreneur, j'ai cliqué, je ne le connais pas, mais j'ai trouvé le post très intéressant qui disait « Oui, j'ai été contacté ce matin par une émission ou un média, que sais-je, pour faire l'interview de ma société, parce que sa société, je crois, avait levé des fonds, que sais-je. » Il disait, j'ai décidé de répondre non, parce que désormais, je réponds non en fait, à tous les médias, parce que j'ai tout simplement ouvert mon podcast et j'ai ma chaîne YouTube sur laquelle j'ai 10 000 ou 20 000 abonnés, et je m'exprime directement et j'ai la main sur le narratif. Et c'est vrai que les réseaux sociaux ont permis à des gens de s'exprimer, à des gens d'émerger, mais aussi des gens d'avoir le contrôle du narratif, du canal et du message qui est transmis. Et ça, c'est quand même formidable, c'est fabuleux quand on a envie de partager soit sa connaissance, son expertise ou ses expériences. Typiquement, toi, avec ton média, tu donnes la parole et la voix à plein d'entrepreneurs. Tu n'as pas besoin d'attendre que le Figaro ou le Monde t'appelle. Non, complètement. Et justement, qu'est-ce qui a fait selon toi, parce que beaucoup de gens veulent prendre la parole, veulent créer une activité sur les réseaux, veulent pouvoir véhiculer un message sans même vouloir le monétiser ou créer une boîte derrière, parce que là, on l'a vu, c'est un concours de circonstances et une opportunité qui a fait que
vous avez créé cet écosystème. Mais toi, selon toi, qu'est-ce qui a fait que ça a marché plus qu'un autre ou plus qu'une autre? Alors déjà, quand moi j'ai commencé à poster quand même en 2017. Donc j'ai posté bien avant en fait que je commence à créer cette page dont je t'avais parlé, puisque comme je t'expliquais, j'avais un club et à travers ce club, je partageais beaucoup en fait l'actualité des conférences de ce club. Je faisais des retours d'expérience, donc je partageais un petit peu ce que j'avais vu, ce que j'avais entendu. Et c'est vrai que je pense que LinkedIn, en tout cas la communication sur LinkedIn, et tu le disais en tout début d'introduction, tu disais avant que certaines commencent ou certains commencent effectivement à communiquer. Je pense qu'en 2017, il y avait peu de personnes encore qui communiquaient sur les réseaux sociaux. Et je fais bien cette distinction parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a des groupes comme l'ANSSI, le cybermalveillance.group qui ont toujours communiqué. On avait des médias comme le Magatif. Enfin, il y a pas mal de choses qui existent en cybersécurité, mais ils ne communiquaient pas nécessairement sur les réseaux sociaux. Et donc, je pense que sur la partie réseaux sociaux, en 2017, il n'y avait pas encore beaucoup de gens qui poster comme on poste aujourd'hui, encore moins en cybersécurité. Moi, je me souviens que quand je postais, il n'y en avait pas vraiment beaucoup, et voire même des personnes qui étaient plutôt réfractaires, parce qu'on estime que la cybersécurité, ça reste un domaine secret, on n'est pas censé communiquer, on parle de confidentialité depuis le début, de ce qu'on partage, etc. Et donc forcément, je pense que ça a joué. C'est-à-dire que il y avait peu de choses de ce format-là, et peut-être que j'ai apporté justement un peu de fraîcheur en utilisant des réseaux sociaux, ce qui est un canal un peu différent des canaux de communication que pouvait avoir la cybersécurité initialement. Donc tu as ça, et puis après je dirais, moi je donne mon avis. C'est-à-dire que quand je traite d'une question, je ne vais pas faire juste une liste froide en fait, de ce qu'on peut trouver d'ailleurs partout, d'une attaque, mais j'essaie d'y apporter mon opinion. Encore une fois, parfois, les gens sont d'accord, parfois ils ne sont pas d'accord. Et c'est ça aussi, je pense que quand on communique sur les réseaux sociaux, il faut accepter de ne pas faire l'unanimité. Parce que voilà, vous allez avoir des gens qui sont d'accord et des gens qui ne vous aiment pas. C'est comme ça, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est pas simple de communiquer sur les réseaux sociaux. Ça demande aussi d'avoir le cœur un peu bien placé et de se dire, bon, on peut se prendre des tacles, on peut se prendre des commentaires désobligeants, et on continue malgré tout de poster. Il ne faut pas avoir honte, quoi. Il y a des moments où c'était difficile pour toi, ça? Moi, initialement, je ne suis pas quelqu'un de très sur la communication. Je suis plutôt quelqu'un de timide. Donc, j'étais plutôt dans mon coin et j'aime pas trop. Enfin, en tout cas, j'aimais pas beaucoup avoir de visibilité. Donc, oui, moi, ça a été un challenge. Un challenge personnel avec moi-même. Donc, je suis contente parce que je trouve que je me suis challengée à faire quelque chose, un exercice avec lequel je n'étais pas à l'aise. Comment tu l'as surmonté? Par le fait de le faire. Okay. Vraiment, c'est une souffrance, c'est une douleur, c'est pas simple. Il y a le sentiment de honte, parce qu'en fait, c'est ça. Quand on met un message et qu'on l'expose au monde, on donne la possibilité à tout le monde de juger. Alors, quand on vous dit c'est génial, bravo, vous êtes très flatté, vous êtes très content, c'est génial. Et quand quelqu'un vous dit c'est nul ce que vous dites, et tout de suite, vous remettez complètement en question votre existence. Et vous vous faites une montagne un message, c'est connu, un message négatif vaut plus que 10 messages positifs parfois. Et c'est le cerveau qui fonctionne comme ça. On récupère que le négatif. Et là, on remet en question complètement ses connaissances. Est-ce que je dis n'importe quoi? Comment je me suis laissé communiquer de cette façon? C'est honteux, je passe pour quelqu'un de nul, de débile, que sais-je. Le sentiment de honte, c'est un sentiment humain naturel, mais c'est une douleur. Mais c'est une douleur pour tout le monde. Donc effectivement, à un moment donné, je me suis dit, je passe. Je serre les dents, c'est pas simple, c'est pas facile. Il y a des gens qui sont très contents de voir ton message, il y en aura qui sont pas contents, et c'est jamais plaisant de voir les messages désobligeants, mais ça fait partie du jeu, et à un moment donné, il faut accepter, parce qu'il y a beaucoup de positifs, et dans tout, il y a un peu de négatif, c'est normal. Tu disais tout à l'heure que c'est un monde assez opaque, où parfois, on n'a pas envie de communiquer directement dessus, etc., on n'est pas très transparent. Est-ce qu'à un moment donné, outre la partie hater, critique, etc., où tu as senti que tu gênais dans cet écosystème? Non, je dois avouer que... Et pourtant, j'ai sorti vraiment des communications. Après, je pense que j'ai eu la chance jusqu'à présent de communiquer avec, comme je le disais, je prends quand même pas mal de recul. Et j'arrête pas de le répéter, communiquer sur une entreprise qui a subi une faille, ça ne veut pas dire, lui, taper dessus. Parce que la réalité, c'est que ça reste une victime, ça ne l'oublions jamais. La société est une victime avant tout, en fait. Et surtout, le risque zéro n'existe pas. Donc, tout le monde va passer par là. Donc, j'ai toujours fait attention quand même de communiquer en ayant du recul. Sur ces situations-là, en essayant d'avoir une approche très froide, je dirais, de la situation, et jamais en tapant sur l'entreprise. Après, il y a des entreprises qui ont eu parfois des comportements. Là, récemment, c'était Harvest, qui a décidé de porter plainte contre les lanceurs d'alerte. Alors, c'est pour ça que quand je disais tout à l'heure, nier, c'est pas bon, ne portez pas plainte contre les lanceurs d'alerte. Quand quelqu'un communique sur une faille ou une fuite de données, vous ne pouvez pas renvoyer en fait, des recommandés de votre avocat pour leur dire de se taire. Parce que qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre une photo, il va le mettre sur LinkedIn et il va dire voilà comment cette entreprise gère sa communication. Donc non, je pense que jusqu'à présent, j'ai plutôt eu, parce que moi je suis suivie par des experts, plutôt eu
Ça a été très bien perçu, avec beaucoup de communication, beaucoup de retours d'expérience. Ça a permis aussi à des experts qui ont vécu des situations pareilles aussi de commenter dedans. Donc, je ne pense pas que j'ai gêné. En tout cas, ce n'est pas le sentiment que j'ai eu. Quand tu partages des situations, des études de cas, d'attaque, etc., le but, c'est quoi? C'est éduquer, c'est mettre en lumière, c'est quoi? C'est éduquer. C'est éduquer et aussi récupérer en fait le retour d'expérience des experts. Parce qu'encore une fois, je ne suis pas experte de tous les domaines de la cybersécurité. Moi, je me suis spécialisée sur le sujet de sensibilisation, parce que c'est mon domaine et c'est celle de mon média. Mais la réalité, c'est que vous avez des gens qui ont vraiment vécu des attaques. Moi, ce que je te disais tout à l'heure, c'est ce que je sais des retours des différents experts, c'est ce que je sais, moi, de ce que j'ai vu théoriquement sur un exercice de gestion de crise. Je n'ai jamais vécu de gestion de crise. Mais j'ai discuté avec des personnes qui ont fait de la gestion de crise et qui peuvent vous dire, moi, j'étais à 1h du matin en train de faire ça, ça, ça et ça et ça. Et donc, quand je partage ce genre d'informations, moi, je suis très curieuse de lire les commentaires qu'il y a en dessous. Et là, on a des pépites. Je trouve vraiment que autant le message est intéressant, celui que je partage, autant le retour d'expérience de chacun des experts qui vient rajouter une couche en fait de valeur au message. Et moi, c'est ce que j'aime le plus. C'est justement pouvoir échanger avec eux. Et en fait, je m'inspire de leur retour parce que tous les messages qu'ils m'envoient, toutes les informations et les couches de valeur qu'ils rajoutent, moi, après, je les transmets dans mon média. Je me dis, ça, c'était une vision auquel je n'avais pas pensé. Ça, c'est un angle d'attaque qui pourrait être hyper pertinent pour une émission. Donc, c'est pour ça, c'est vraiment un travail de communauté, pour le coup, de la cybersécurité. Et c'est une communauté qui est très active, très dans le partage et la passion. C'est des gens qui sont passionnés, les experts en cyber. C'est quoi la dernière attaque que tu as partagée qui t'a le plus marqué? C'était justement Harvest. Moi, ça m'a vraiment marqué. Ça m'a marqué de par leur gestion de la communication. Je dois avouer que de toutes les fois où j'ai justement travaillé sur l'étude de comment une attaque a été traitée par une entreprise, parce que je partage toujours en temps réel un peu ce qui se passe, c'est la première fois que je vois une entreprise décider d'envoyer en fait un courrier de leur part de leur avocat à des lanceurs d'alerte pour leur demander de ne pas communiquer sur des failles ou des bases de données qu'ils ont retrouvées sur le dark web. Et ça, c'est catastrophique. Vraiment, en termes de réputation, c'est quand même très discutable. Moi, c'est celle qui m'a le plus surprise et c'est justement l'une des dernières avec laquelle j'avais communiqué. Complètement. Et dans un autre registre, tu as vraiment la distinction entre white hat et black hat. Dans tout ce qui est hack, cyber, etc. Et tu en as certains qui vont faire un travail volontaire et proactif d'aller chercher des failles dans certaines entreprises et parfois qui vont report ces failles aux entreprises. Et même dans ce cas-là, des fois, ils vont se retrouver avec une mauvaise surprise plutôt que d'avoir un merci ou autre chose. Ils vont recevoir un courrier de mise en demeure ou d'avocat par rapport à ça. Moi, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu justement. Ouais. C'est quoi la distinction entre white hat et black hat pour ceux qui ne connaissent pas? Les black hats, c'est les hackers. C'est la personne qui va vouloir vous hacker pour soit des raisons financières, pour vous soutirer de l'argent. Parfois, ils ont des convictions. Dans le cadre, on parlait tout à l'heure de conflits, donc vous avez des activistes. En tout cas, les raisons ne sont pas positives. C'est vraiment pour vous mettre en difficulté. Donc, c'est un acte criminel. Et après, vous allez avoir les white hats. Ce sont des personnes qui ont les mêmes compétences que les black hats. Donc, ce sont des experts en cybersécurité technique qui sont capables en fait de tester votre système d'information et d'identifier des failles. Et puis, en général, ils vont, effectivement, c'est ce que tu disais, ils vont vous l'annoncer. Ils vont dire, écoutez, j'ai testé ton système, il y a une faille là. Donc, ce qu'on appelle, c'est une faille qui a été détectée, identifiée. Donc, ils sont plutôt dans le côté, alors c'est très caricatural, mais du côté du bien. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas d'utiliser cette faille pour pouvoir vous hacker. Et d'ailleurs, ils ne l'utilisent pas, mais ça va être plutôt de vous annoncer qu'il y a une faille. Le souci étant qu'effectivement, on n'a pas le droit, normalement, d'aller taper sur le système de quelqu'un sans autorisation. Donc, quand on fait ça, il faut que ce soit bien cadré. Alors, vous avez par exemple Google qui fait des bug bounty, c'est-à-dire qui fait des chasses à des bugs, et il dit, typiquement, si vous trouvez une faille, c'est X temps d'argent qui va être donné à la première personne qui me trouve une faille, ou la deuxième ou la troisième, ou que sais-je. Ça, c'est cadré et on a une autorisation de l'entreprise. Sans autorisation de l'entreprise, c'est compliqué d'aller justement taper sur un système et puis après de taper à la porte en leur disant « j'ai trouvé une faille chez vous, sans autorisation et personne ne m'a donné d'accord pour pouvoir le faire ». Ok, et du coup, dans le même registre, tu parles de bug bounty. Il y a aussi les hackathons, typiquement des boîtes même comme Apple organisent parfois ce genre d'événements, si j'ose dire. C'est quoi des hackathons pour ceux qui nous écoutent? Alors, ça peut être des nuits, des journées, enfin bref, c'est un événement dans lequel on va venir avec soit des équipes, soit tout seul, et hacker des systèmes ou faire des exercices pour pouvoir trouver des failles.
Donc il y a ce qu'on appelle aussi les captures de flag, c'est les CTF. Donc, nous, on en organise un qui s'appelle le Purple Pill, où on va rassembler en fait X nombre de joueurs, parce que c'est vu comme un jeu, et on va hacker des systèmes, trouver des bugs, trouver des flags, c'est-à-dire des réponses à des énigmes, des solutions à des problèmes dans le cadre de la cybersécurité. Et c'est vrai que vous avez plein d'entreprises qui le font, et vous avez aussi des événements qui ne sont pas nécessairement liés à des entreprises. On a le Purple Pill, on a celui du FIC, le Forum international de la cybersécurité, le CW, qui organise en fait ce genre d'événement et qui va rassembler 300, 400 joueurs qui viennent d'un peu partout de France pour se challenger. Et la plupart, ce sont des professionnels ou des particuliers passionnés par la cybersécurité? En général, c'est quand même des professionnels. Okay. On va avoir des gens, alors, des professionnels de tout niveau, parce que dans professionnel, on a tout. On va avoir le jeune qui vient d'arriver sur le marché du travail et qui est professionnel depuis quelques mois, mais qui adore s'amuser. On va avoir des experts qui ont 10-15 ans d'expérience. Et vous allez avoir aussi des étudiants, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas encore dans le monde du travail, mais qui sont dans cet écosystème, qui font peut-être des études de cybersécurité et qui s'amusent justement. Par exemple, le Purple Pill, ils viennent en équipe de 5. Donc, ils viennent avec leurs amis, ils représentent une école, une association, une entreprise, et ils vont s'amuser pendant 8 heures, 10 heures, justement, à trouver un maximum de réponses en fait, à des challenges. Et typiquement, imaginons, je suis une entreprise, taille moyenne, je fais 5 millions de chiffres d'affaires par an. J'aimerais faire appel à Purple Pill, par exemple, ou autre chose, pour mettre en place une équipe de hackers qui vient tester mon système, qui vient challenger mes failles, mon système, pour le mettre en évidence et ainsi pouvoir les patcher. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une bonne façon de faire la prévention? Est-ce que c'est une initiative que toi, tu encourages ou pas? Alors du coup, c'est deux choses différentes. Alors, vous avez les challenges CTF, les hackathons, là, c'est vraiment pour s'amuser. Alors cela étant dit, il y a des entreprises qui font ça, c'est la porte ouverte, et ils disent, toutes les personnes techniques qui veulent se challenger, vous venez et vous faites ça. Et sinon, vous avez des entreprises, c'est des prestations de bug bounty, c'est-à-dire vous avez des entreprises qui vont venir sur X nombre de jours tester votre système d'information. Effectivement, c'est une bonne manière. Parce que ça vous permet de pouvoir identifier des failles que vous aviez peut-être pas identifiées. Donc en termes de prévention, c'est une bonne prévention. Ok, donc tu encourages. Oui. Et typiquement, une fois qu'on a le feedback, le rapport de la donnée, mais qu'on n'y comprend rien, on nous dit ouais, il y avait une faille ici, etc. On prend les mêmes entreprises ou d'autres entreprises pour pouvoir corriger les bugs, les failles ou les éléments, ou qu'est-ce que tu recommandes? Ça, c'est des entreprises vraiment spécialisées dans ce domaine-là. Donc je pense que ils seront plus à même d'expliquer cette partie. Mais à mon avis, je pense que vous avez quand même un suivi derrière. Mais ça, c'est à voir. Mais je pense que vous avez un suivi derrière, oui. Ok, clair. Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Parce qu'aujourd'hui, on le voit au travers de tout ce qu'on a évoqué, il y a plein de choses à mettre en place pour pouvoir se sécuriser un maximum. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas évoquées encore dans cet épisode que tu recommanderais à toute personne qui l'écoute pour essayer d'avoir plus conscience des enjeux et des risques liés à la cyber et de sécuriser peut-être pas uniquement son entreprise, mais même son système personnel? Tu parlais effectivement des réseaux, de ce qu'on publie et j'en passe. Tu parlais aussi des codes d'accès, de la data de ses clients. Est-ce qu'il y a d'autres choses? S'informer quotidiennement en fait, des failles. Pas hésiter à regarder Risque Intel Média. Nous, c'est ce qu'on fait en fait. C'est-à-dire qu'on va traiter soit des actualités qui sortent, et donc ça vous permet de savoir qu'actuellement, il y a une faille sur SFR. Peut-être que vous avez un compte SFR, donc vous allez être un petit peu plus diligent, regarder, demander peut-être à l'entreprise quelles sont les données qui ont fuité, quelles sont vos données qui ont fuité. Donc d'une part, c'est de rester au fait en fait. C'est-à-dire que tous les jours, vous avez des failles qui sortent, des failles qui sont identifiées, donc de rester en fait au fait de ce qui se passe dans l'actualité pour savoir si vous êtes touché ou pas. Parce que parfois vous avez des choses qui se passent, peut-être que vous n'êtes pas au courant et en fait vous êtes concerné, vous avez des données à vous qui sont en train de se balader dans la nature. Donc rester au fait, se cultiver en fait tout simplement, et puis après effectivement se sensibiliser et toujours continuer en fait à regarder, parce qu'on l'expliquait un peu au départ, les cyberattaques elles changent, elles évoluent très rapidement. Donc vous êtes obligé en fait de rester à niveau en continuant à vous informer des risques qui sont les plus prégnants du moment. Ça évolue. Comment tu fais pour rester au niveau, toi? Alors nous, on a un média, donc forcément, on est obligé de faire de la veille quotidienne. Donc nous, on est tous les jours à regarder ce qui s'est passé dans la sphère de la cybersécurité. Ok. Et pour quelqu'un qui n'a pas de média, il a juste à te suivre et il a toutes les informations? Exactement. On mettra le lien dans la bio alors dans ce cas. Voilà, il peut suivre ça et puis je recommande quand même de repartir sur le site de l'ANSSI et de cybermalveillance.gouv. Comment tu vois l'évolution des générations à venir autour de la cybersécurité? Parce que tout est numérique. Aujourd'hui, plus le temps passe, plus les semaines passent, plus ça l'est encore plus. L'IA générative a complètement changé les choses. Il y a de plus en plus de digital, il y a de plus en plus d'informatisation, il y a de plus en plus de SaaS, il y a de plus en plus d'outils. Il n'y a bientôt plus aucune entreprise qui peut exister avec une feuille et un papier. Donc c'est au moins autant de failles possibles
à utiliser. Comment tu vois la suite? Pour les jeunes générations? Alors là, on est vraiment dans du qu'est-ce qui va arriver. Donc en fait, on a deux solutions. Soit, comme je le disais, on commence à prendre vraiment ça au sérieux et on l'introduit comme une matière en fait à l'école, auquel cas on va pouvoir former des générations de gens au fait des risques numériques, tout compris, hein, pas que de la cybersécurité, mais on parlait du cyberharcèlement tout à l'heure, des risques numériques, et auquel cas on va pouvoir créer des gens qui sont un rempart. Tu le disais tout à l'heure, la première faille, c'est ce qu'il y a entre l'écran et la chaise. Oui, certes, mais ça peut aussi être la première porte de défense, en fait. C'est pas la première faille, ça peut être aussi la première porte de défense. Tout va dépendre de si la personne est assez sensibilisée. Ça peut être la personne qui va lancer l'alarme en disant attention, je viens de voir un mail suspect, il se passe quelque chose, ne cliquez pas, on va attendre peut-être que l'équipe technique nous dise ce qui se passe. Donc, tu vois, tout dépend en fait de comment tu te positionnes. Si on arrive en fait à avoir une meilleure sensibilisation, si on prend au sérieux en fait cette problématique et qu'on l'intègre dans le programme scolaire, on va permettre en fait à des générations de gens qui vont arriver sur le marché du travail à être beaucoup plus au fait de la réalité. Parce qu'on est dans une nouvelle réalité où c'est notre quotidien. Hein. C'est-à-dire, si vous nous parlez à un expert en cybersécurité qui gère les alertes de potentiel d'intrusion ou d'alarme qu'il peut y avoir dans une entreprise, ils vont vous dire mais on en reçoit des requêtes, mais des centaines et des milliers de requêtes par jour. C'est énorme. Après, il faut faire la différence entre les attaques, les tentatives et celles réussies. Donc forcément, il y a beaucoup moins en réussi si on fait bien notre travail, et c'est le but. Mais en réalité, en termes de requêtes, de tentatives, il y en a énormément sur une entreprise par jour. Donc forcément, plus on va sensibiliser, mais ce n'est pas juste au rôle des entreprises, parce que très souvent, on va vous dire que c'est les entreprises qui doivent sensibiliser, ce qui est une réalité complète. Hein. Il faut que l'entreprise sensibilise ses collaborateurs. Ce serait quand même plus simple si déjà, quand les collaborateurs arrivaient sur le marché du travail, on avait des jeunes citoyens déjà au fait de ces problématiques-là. Dans la continuité de ce point-là, tu disais tout à l'heure, toi, tu aurais peut-être un peu moins de risques parce que tu as sûrement sécurisé ta machine. C'est quoi sécuriser sa machine pour ceux qui nous écoutent? Alors, je ne dirais pas que j'ai un peu moins de risques, parce que je disais que tout le monde est à risque. Et si on prend mon cas, on parlait d'ingénierie sociale tout à l'heure. Moi, j'ai récupéré récemment un stagiaire, un alternant. Et je me suis rendu compte que quand cet alternant a commencé, il m'envoie un mail et il me dit écoute, Yasmine, j'ai reçu un mail de ta part qui me demande de cliquer sur un lien. Et en fait, comme il était chez Risque Intel, forcément, on parle beaucoup de cybersécurité, il a regardé quand même l'adresse mail, il s'est rendu compte que ce n'était pas mon adresse mail, et donc il me l'a transféré en me disant voilà, il y a un souci, je suis en train de recevoir ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand il a commencé chez nous en tant qu'alternant, il était très content, c'est normal, il a fait un post comme tout le monde sur LinkedIn. Voilà, je suis très heureux de commencer mon alternance chez Risque Intel Media. Donc il a été identifié comme un membre de l'entreprise. Après, tu regardes qui est Risque Intel Media, tu vois que moi, je suis sa supérieure, quoi qu'il en arrive. Je suis CEO, donc forcément, je suis au-dessus de lui. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un mail pour se faire passer pour moi. Et en fait, après lui, on s'est rendu compte que tous les alternants et tous les stagiaires qu'on a récupérés par la suite ont récupéré exactement le même type de mail. Donc, au final, on n'est pas plus protégé. Là, ce qui nous a sauvés, nous, en tant qu'entreprise, c'est d'être un média en cyber. Et forcément, le jeune garçon qui était chez nous, depuis le début, il travaille sur nos émissions. La première chose, c'est de reconnaître un mail de phishing. Et donc, il a été sensibilisé. Finalement, ça a été un rempart. Hein. Ça n'a pas été une faille. Donc, je dirais que nous, en ce qui nous concerne, c'est vrai qu'on a cette chance-là, comme on travaille sur un média, de sensibiliser beaucoup nos collaborateurs, puisqu'on travaille sur des contenus de sensibilisation nous-mêmes. Mais toute entreprise peut se retrouver, en fait, sujette à ce genre de situation. Il y a un point sur lequel je veux rebondir. Alors, ça va peut-être pas toucher tout le monde, etc. Mais c'est vrai que même nous, notre organisation et certains de nos collaborateurs ont déjà reçu un mail de moi qui n'était pas un mail de moi, avec un email qui partait finalement qui était presque exactement le même que moi. Je ne sais pas si c'est possible d'envoyer un email sans avoir accès à l'adresse email initiale, mais par l'adresse principale. Je ne sais pas si tu m'as suivi dans mon propos. Mais en tout cas, ce que je sais assurément, je ne sais pas comment c'est fait techniquement, hein, mais j'ai déjà reçu un appel du numéro d'une personne sans que ce soit cette personne au bout du fil et sans que son téléphone ne soit touché. J'ai reçu un SMS d'un proche avec son numéro s'adressant comme lui, sauf que son téléphone n'avait pas été touché. Donc c'est comme s'il y avait une sorte de détour du système lui-même de transmission de l'information ou des appels ou des antennes téléphoniques, ou je ne sais pas comment ça se fait techniquement encore une fois, hein. Je sais juste que c'est possible et je suis sensibilisé à ces sujets. Mais pour celles et ceux qui nous écoutent, typiquement peut-être, pour eux c'est impossible. Et imaginons là, quelqu'un recevrait, un membre de ta famille par exemple reçoit un appel de ta part, pour autant tu es là avec moi en train d'enregistrer cet épisode, c'est quelque chose d'envisageable. Comment s'en prémunir? Parce que si on va plus loin dans ta réflexion par exemple,
avec le deepfake que tu m'as cité tout à l'heure et ces 26 millions de dollars qui sont faits en virement, la voix au bout du fil, ça pourrait être la tienne. Est-ce qu'on doit à chaque fois, lorsqu'on a un petit doute, poser une question de sécurité, c'est quoi le prénom de ton premier animal de compagnie ou quelque chose comme ça? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses que toi, avec toutes les études de cas que tu as vues, que tu as partagées, que tu as analysées, aujourd'hui, il existe des bons réflexes, des dispositifs, peut-être des outils, peut-être même des IA qui nous permettent de tout de suite réussir en cas de doute à faire un check et ne pas se faire avoir? Alors, effectivement, de toute façon, si vous avez un doute, déjà, c'est qu'il y a un doute. À ce moment-là, il faut toujours prendre du recul. Si on a un doute, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On se pose la question, c'est qu'on a identifié, soit sur la tonalité, la façon dont la personne parlait, l'expression, je ne sais pas, on a identifié quelque chose qui clochait. Donc, si vous pensez qu'il y a quelque chose qui cloche, il faut toujours prendre un peu de recul, ne pas répondre, si on vous demande une information, un numéro de code, que sais-je, ne pas répondre dans la hâte et prendre un peu le recul pour réfléchir sur la situation et se poser la question si la situation est logique. Et en général, quand on essaye de vous arnaquer, on travaille sur l'urgence. Donc on va vous appeler en vous disant « je suis dans une situation problématique, je suis dans un pépin, j'ai un problème, j'ai cassé une jambe, que sais-je, et j'ai besoin tout de suite. Dans les 5 minutes, là, j'ai besoin soit d'un virement, soit d'un machin. » Donc déjà, quand on est dans une situation d'urgence, il faut se retirer de cette situation-là et prendre le recul d'analyser ce qui se passe avec froideur et de se demander si ça a du sens, en fait, ce qu'on est en train de vous demander. Donc, en fait, vous avez deux situations, je dirais, c'est soit la situation d'urgence, soit la situation où on va vous flatter. Il y a plein d'autres situations, mais c'est ce qu'on voit le plus. Soit on va jouer sur votre flatterie, sur votre ego, soit on va jouer sur des situations de peur, d'angoisse, sur vos émotions. Et donc là, effectivement, il faut toujours prendre du recul. Donc je répète, si vous avez un doute, c'est qu'il y a un doute, prenez du recul. Et si on vous met dans une situation où vous sentez que vous devez faire quelque chose dans l'urgence, il y a un problème. Prenez un peu de recul, toujours respirer un bon coup. Merci Yasmine. J'ai adoré cet échange. Il y a plein de questions que j'aurais pu encore te poser. Encore une fois, si vous avez apprécié cet épisode au moins autant que j'ai eu de plaisir à l'animer, faites-le nous savoir en nous mettant un commentaire sous cette vidéo, en likant la vidéo, en la partageant à un maximum, mais spécifiquement celle-ci parce que je pense que les gens ont besoin d'être plus sensibilisés à ces sujets. Et aussi, si vous étiez en audio sur une plateforme de podcast, mettez 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. J'ai une dernière question que je pose à tous les invités du Déclic. Est-ce que tu peux nous partager, Yasmine, le déclic qui a fait toute la différence pour toi? Ça peut être une simple phrase, une situation, une anecdote, quelque chose de positif, moins positif, peu importe, mais quelque chose que tu n'as pas partagé dans cet épisode, que peut-être tu n'as jamais partagé. Tu as carte blanche pour le mot de la fin. Le déclic pour devenir entrepreneur? Le déclic dans ta vie. Le déclic dans ma vie? Les gens qui ont cru en moi. Je ne sais pas si je dois raconter l'histoire ou juste la phrase, mais moi j'ai eu un déclic quand j'ai eu un enseignant un jour qui m'a regardé dans les yeux et qui m'a dit je pense que vous êtes brillante. Alors je dis pas qu'il avait raison, mais c'est la première fois qu'on me le disait. Et je me suis dit je peux être cette personne. Je peux faire de mon mieux en tout cas. Et moi je sais que ça a été un grand déclic dans ma vie et dans le choix et le parcours que j'ai eu par la suite. Donc les gens qui croient en vous. Merci Yasmine. Merci.